Radio Pirate. Do you like it? Yeah! 100%. Pirate. Le mois des morts. Nous autres, on est vivants pas mal. Vous êtes sur Radio Pirate. Live. On est live et on est alive, pas à peu près. 1er novembre, on annonce quand même des températures douces encore pour toute la semaine, bien correct. Peut-être que des endroits en ce moment qu'il y a déjà du soleil parce qu'on prévoit pour... Nous autres, on n'en a pas, là, mais ça devrait arriver dans les prochaines heures. Puis, tout ça pour vous dire qu'on a roulé pas mal sur Radio Pirate Prime avec notre chum Bruyère ce matin. Jerry est en pleine forme. Mr. White en pleine forme. Ouais! Yes. Puis, on vous a parlé abondamment ce matin pour les gens qui sont membres. Si ça vous tente d'être membre, regarde, c'est pas compliqué. Vous allez sur radiopirate.com. Vous pouvez écouter tous nos shows qu'on vous donne parce que ce qu'on vous fait avec Radio Pirate Live, c'est un genre de sauce FM de ce qu'on faisait auparavant. Donc, si vous en voulez plus, c'est pas mal plus. On en a plus pour vous autres. C'est 2h30 dépassées de contenu exclusif que vous pouvez écouter sans pub sur vos applications de podcast préférées comme Spotify, Apple Balado et les autres. Donc, tous les détails, allez vous inscrire sur radiopirate.com. Prenez un abonnement annuel ou encore un abonnement par mois en espérant que vous allez vous joindre à nous autres et que vous allez aimer. Et ce matin, on vous a parlé pas mal sur Radio Pirate Prime d'un mois de novembre spécial parce que au mois de novembre, c'est le mois du Burger à Jeff et on fait une promotion avec vous autres, le fun. Ça veut dire que ça s'adresse aux pirates de Radio Pirate Prime, aux pirates de Radio Pirate Live également. Donc, vous allez dans les deux cosmos, vous commandez le burger américain à Jeff. On a pris le même burger qu'on a pris, je pense qu'on a depuis à peu près 4 ans, si je m'abuse. On a essayé toutes sortes de burgers, on a fait des très, très, très bons. Mais celui-là, on a fait un burger traditionnel, plus classique. C'était une demande spéciale que j'avais. Et ça a été apprécié comme pas à peu près. Donc, maintenant, on ne se casse pas la tête. On revient avec ce classique-là qui est là 1 mois par année dans les deux cosmos, sur Grande Allée et également sur le Bourgneuf. Vous le prenez pour manger là, c'est 18$ avec tout ce que vous allez aimer dans un burger, les frites, etc. Vous le faites venir par Uber Eats, Skip the Dishes ou autre, ou encore, carrément, vous allez le chercher pour la maison en take-out. Et ce qu'on veut que vous fassiez, OK, vous nous envoyez des photos de votre burger que vous avez. Envoyez-nous une photo à Burger, donc Burger, B-U-R-G-E-R, Burger, à radiopirate.com. Si, savez-vous quoi? Si vous en avez 4 des burgers, vous êtes en train de manger chacun un burger dans une famille, puis que, bien, nous autres, on va vous calculer 4 fois parce que les gens qui nous envoient une preuve qu'ils ont mangé un burger au Cosmos, le Bourgneuf ou encore sur Laurier, eh bien, ça se peut qu'on mange ensemble le 23 novembre prochain parce que parmi tous ceux qui nous ont envoyé une preuve, une photo à burger à radiopirate.com, eh bien, on va vous mettre dans un pot puis on va les manger ensemble. On fait le tirage. Mr. White, exactement. Moi et vous, les gagnants. Donc, ça vous tente de jaser un peu, passer 1h30 avec nous à jaser toutes sortes de patentes. Vous êtes chanceux, vous allez nous avoir dans vos pattes pendant tout le long du lunch. Donc, vous faites ça, vous mangez, vous commandez, vous avez vos burgers et vous envoyez vos preuves avec des photos le fun à burger@radiopirate.com. Bon, je vais et mettre nous ça autres, dans quelques minutes, on va goûter au burger de édition 2022 parce que le burger sera livré par la gang du Cosmos. On l'attend dans quelques instants après le show. On va voir notre burger, nous autres. Jerry était salué, Mr. White est salué, tout le monde est de bonne humeur. Aujourd'hui, beaucoup de choses à jaser. On a Régent Tremblay qui est stand-by. On a Joe Hamel également qui est stand-by. Donc, beaucoup d'affaires. Je sais que Jerry a une petite boîte qu'on va vous faire dans les dans le bloc qu'il y a là. Mais juste avant, vous donner quelques petites nouvelles. En fait, c'est des petites affaires qu'on sait depuis hier. C'est pas des nouvelles, mais je veux dire, c'est des choses que je veux vous dire. C'est que si vous aimez la musique, québécoise, et que vous aimez, entre autres, Offenbach. On a appris le décès de John Miguel. Donc, John Miguel, qui était un peu le outsider de Offenbach quand Offenbach a commencé, un genre de franco... c'est-tu un gars de... Franco-ontarien. C'est un franco-ontarien, carrément. C'est un franco-ontarien, carrément. Il aurait pu être dans April Wine, il aurait pu être dans une autre gang complètement. Mais il a choisi d'être avec Offenbach et je pense qu'il a été très important. C'était un auteur-compositeur qui savait comment bâtir des tunes avec des bons hooks. Et John Miguel
était très important dans la famille d'Offenbach, est décédé dans un accident de voiture dans le coin de Lacolle, donc juste avant les douanes dans ce coin-là. John McGill est décédé. Et sérieux, c'est un bon Jack. OK? Je ne peux pas vous dire que je connais bien John McGill, mais j'ai passé au moins 1 heure avec lui dans un podcast. Jerry était là, Mr. White était là. Donc, si ça vous tente de le trouver, allez sur les différentes plateformes de podcast et écrivez Jeff Liberté. Donc, c'était à l'époque où on faisait on était dans un autre contexte à ce moment-là. Et on faisait des podcasts gratuits, des fois avec des intervenants. Puis les deux que j'ai faits avec 2 gars de musique importants, Aldo Nova et John McGill. John a été généreux de son temps, les secrets qu'il nous a donnés. Je pense que c'est quelque chose qui a pris de la valeur avec son décès parce que c'est peut-être une des meilleures entrevues que John a données. En tout cas, les détails qu'il a donnés, la manière qu'il a parlé d'Offenbach, il a parlé de... La première fois qu'il a rencontré Jerry d'Offenbach. C'est ça, exact. Donc, il nous parle beaucoup de Jerry. On a des choses qu'on comprend aussi à travers qui n'ont pas nécessairement besoin d'être dites pour qu'on comprenne certaines affaires. Donc, John s'était ouvert pas mal. Un peu comme, d'ailleurs, Aldo Nova s'était ouvert beaucoup, ça, il faut le dire. Et John, puis je pense que lui a bien aimé ça aussi. Je pense qu'il a aimé, il était généreux de son temps. Donc, si jamais vous voulez entendre parler de John McGill, allez écouter ce podcast-là. Vous allez triper. Puis, sympathie à la famille, sympathie aux ceux qui sont toujours dans l'entourage de Offenbach et aux fans également, parce que John McGill était très apprécié des fans. Donc, c'est la nouvelle poche du jour. Petite nouvelle, juste avant d'aller plus loin, les Chinois, vous savez qu'avec la COVID, eux autres, c'est pas fini. Si vous étiez à Disney, China? Oui. Disney, Shanghai. Là, vous ne pouvez pas rentrer à Disney parce qu'il y a eu une éclosion de COVID. Donc, en Chine, il y a eu une éclosion de COVID. Mais l'histoire, c'est que dans le parc de Disney à Shanghai, il y a des milliers de personnes qui sont pognées en dedans. Vous allez me dire qu'il y a des places pires que ça. Là. Vous pourriez être pogné pendant 2 semaines dans un Ikea. Là. Probablement qu'à Disney, c'est moins pire. Mais Shanghai Disneyland, c'est fermé, c'est isolé. On est ailleurs complètement là, pour l'histoire de la COVID ici. Mais eux autres sont encore à ce step-là. Ils ont vraiment gardé tous les visiteurs à l'intérieur du parc pour que ces gens-là se donnent la COVID entre eux, mais qu'ils n'aient pas donné la COVID ailleurs à Shanghai. C'est quand même capoté. Là. Mais ça, c'est la méthode chinoise. Ça, c'est la méthode chinoise. Parce qu'ils l'ont fait dans un Ikea. Oui. Dans un Ikea, ils ont barré les portes, le monde était pogné dedans. Et à la dernière réunion, là, quand ils ont nommé M. Yi, lui, il s'est nommé lui-même avec ses chums, là, en réalité. Là. Mais je veux dire, c'est le Parti communiste, là, lui, il a beaucoup d'influence. Il a dit justement que les histoires de COVID, là, eux autres, là, c'est les grands mots, les grands moyens. Là. Oui. Donc, enfermer du monde, les autres, ça ne les dérange pas zéro. Là. Les autres, ça ne les dérange pas zéro. Donc, tu enfermes du monde. Moi, j'aime mieux peut-être le Disney que Ikea. Oui. Toi, t'as mieux Ikea à cause des boules. OK, c'est à cause des boules. À cause des boulettes. À cause des boulettes. Okay, à cause des boulettes. Hey, j'espère que tout le monde a eu une bonne température idéale hier pour l'Halloween. J'espère que vos enfants n'ont pas reçu comme notre pirate de Gatineau. Ces enfants ont reçu du Purel et des lingettes désinfectantes par des gens qui donnaient ce genre de choses-là. C'est beau cadeau. Sérieux, on a tombé sa tête. C'est quoi cette histoire-là? Sérieux, la COVID. Il y en a plusieurs qui pensent que la COVID a fait que il y a beaucoup de monde qui sont tombés sa tête. Moi, je pense que ces gens-là étaient déjà débiles. C'est juste que la COVID fait que maintenant, on sait qui ils sont. Tu comprends-tu mon affaire? Ils ne sont pas devenus de même. Ils étaient déjà de même. Je comprends. On n'avait pas moyen de le savoir. Il n'y avait pas eu de test. La COVID, c'est un test de QI, je l'ai toujours dit. Et on peut voir maintenant qui sont les débiles. Les débiles, dans certains cas. Je ne dis pas qu'il y en avait une tonne, là, mais quand même, on a la photo et tout. Là. Donc, on a des gens qui ont donné en passe. Vous passez l'Halloween avec vos jeunes. Donc, ils reçoivent du Purel et des lingettes désinfectantes. C'est complètement débile. J'ai quelque chose à te demander, Jerry. Je suis pas dans une poubelle, mais je sais qu'on est dans une boîte, puis je veux t'introduire à ta boîte. Mais on a un gars qui a gagné, je pense que c'est... mon feeling, c'est que c'est en Chine. Là. C'est toujours en Chine, ces affaires un peu bizarres, là, mais mon feeling, c'est que c'est en Chine. Ouais, c'est exactement ça. Donc, il y a un gars en Chine
qui a gagné 29... En fait, c'est 30 millions. C'est 29,9 millions de dollars. Donc, on va dire à 30. Il a gagné 30 millions de dollars dans une loterie chinoise. By the way, la loterie, donc, salutations à mon chum Carlos de Punisher, je dirais, c'est sa semaine parce que lui et quelques partenaires ont lancé un genre de Uber des billets de loto. Ça s'appelle Loto Amigo. Et aux États-Unis, hier, il y avait un tirage de 1 milliard. On pensait que ça allait être gagné avec le nombre de monde qui a acheté des billets. Finalement, ça n'a pas été gagné. On est maintenant, puis là, c'est pas fini. On est maintenant ce matin à 1 milliard 200 millions. C'est donc, incroyable. on peut penser que ça va être 1 milliard 300 millions pour le tirage dans quelques jours. Donc, si jamais vous voulez avoir des billets, bien, le moyen, c'est lotoamigo.com. C'est notre chum Carlos de Punisher qui est derrière toute cette initiative-là. Toute la famille participe parce qu'ils sont dans le jus par-dessus la tête. C'est la folie bien raide. Donc, il n'a pas été gagné. Mais le gars en Chine, je ne sais pas, t'as-tu vu la nouvelle? Non, je n'ai pas vu la nouvelle. OK, le gars, il a gagné 30 millions. OK, 30 millions. Puis, il est allé à la loterie. Il a pris sa famille. Il a pris sa photo. Mais pour une raison X, sa femme et son enfant ne sauront jamais que gagner 30 millions. Donc, il dit, je prends la photo. Puis là, la nouvelle, c'est bizarre, là, parce que la nouvelle est dans Bloomberg. Tu sais, je veux dire, ça se peut que sa femme n'est pas connectée pantoute, elle écoute le genre de LCN chinois, je ne sais pas, elle n'est pas au courant de rien. Puis son gars, pareil. Mais lui, il dit, je ne veux pas que ma femme et mon gars deviennent lâches, donc jamais ils vont savoir que j'ai gagné 30 millions US à la loterie. Puis on s'entend que je peux faire je pense que c'est 10 fois plus là, pour l'argent chinois. En tout cas, en Chine, tu es extrêmement riche. Extrêmement, extrêmement riche. Il dit jamais, Il ne veut pas le dire à sa femme. Jamais. Non, c'est spécial. Essayez d'imaginer ça ici. Tu gagnes 30 millions de dollars, tu le caches à ta femme. Hey, ça doit tuer. Le gars, faut qu'il ça vive... va être plate, là. Non, il faut qu'il vive en pauvre. Il faut qu'il vive comme avant. T'arrives avec un gros pick-up de 100 000 $. Ta femme, elle dit, mais non, qu'est-ce que c'est ça? Je me suis organisé de quoi? Ouais, là, c'est ça. J'ai eu un bon prix. Ben oui. Une histoire qui tient pas à la route, pantoute. Hey, je sais que tu as plein d'affaires, mais je veux te poser une question, puis ça va faire un lien avec ta boîte, j'imagine, tu vas avoir d'autres choses après. Hier, j'ai pogné le discours de Joe Biden qui menace les compagnies aériennes. Puis je vais te poser la question à Joe Hamel, parce qu'on a Régent Tremblay, comme je le disais. Joe Hamel est avec nous également. Donc, on a du stock aujourd'hui. Je vais poser la question à Joe, parce que je sais que ce côté-là d'économie, il est très ferré, plus que moi, sans doute. Moi, je prends des exemples de lasagne au Costco pour essayer de comprendre l'inflation, puis je me fais taper dessus par mes haters. Donc, j'essaie de ne pas trop aller sur ce terrain-là, mais hier, Biden, d'abord, c'est un vieux monsieur qui est dur à... C'est dur d'avoir peur du monsieur, là. C'est comme un vieux monsieur qui shake, puis il est là, puis il parle aux compagnies. Lui, il dit aux compagnies d'huile, aux compagnies de gaz, de pétrole, si vous ne coupez pas vos prix, parce que je sais que vous prenez des grosses marges, puis vous enregistrez des profits records, on a eu ce matin très tôt les chiffres de BP, donc c'est British Petroleum. Donc, BP a fait des records également au niveau des profits. Donc, les gouvernements taxent. Oui, il y a toutes sortes de décisions bizarres qui font qu'on paye le prix de ça. Pas de Keystone Excel, moins de permissions de toute la pression qu'il y a sur les compagnies de ne pas mettre de l'argent également dans leurs actions. Ça les prive de moyens pour développer plus de techniques ou encore d'endroits pour aller chercher du pétrole. Donc, tout ça a des conséquences, c'est clair, sur le prix. Mais il ne faut pas se le cacher, là. On se fait fourrer par à peu près tout le monde. Le vendeur, celui qui opère la station-service, la raffinerie nous crosse, la compagnie de pétrole qui l'exploite. Tout le monde crosse tout le monde en ce moment. Et je comprends que Biden, qui est à quelques jours des élections de mi-mandat, lui, il dit, écoute, les Américains en ce moment là sont en sacrement sur l'inflation, sont en sacrement sur le prix de l'essence. Donc, il faut que j'essaie de faire quelque chose. Donc, lui, il a dit, je vous le dis, là, si vous ne baissez pas vos prix, on va se rappeler de vous autres. Puis il y a une chose que je peux vous dire, c'est quand le Congrès va revenir après les élections de mi-mandat, je vais vous sacrer des taxes supplémentaires et des impôts. Je te pose la question, Jerry, est-ce que c'est une bonne idée de faire ce genre de patente-là? Est-ce que lui, de son bord, ne peut pas dire, je repars XL, je redonne la permission, je crée de la concurrence, je donne des permissions à des entreprises étrangères de partir des raffineries? Je ne sais pas. Mais mon feeling, c'est que si tu rajoutes des taxes et des impôts à la compagnie de pétrole,
elle, pour combler ce qu'elle elle aura à payer en taxes et en impôts de plus, mon feeling, c'est que ces compagnies-là vont juste ajouter les nouvelles taxes au prix de base. Donc, le prix va monter, c'est nous autres qui va payer. OK, mais je rêve-tu en disant ça? Parce que tout le monde me dit qu'avec mon histoire de lasagne, que je suis complètement pas là. Donc, est-ce que je rêve? T'sais, l'économie, c'est plus complexe qu'on pense. Puis, à un moment donné, toutes ces grandes multinationales-là, ça, c'est des sauvages, puis des ci, puis des ça, parce que les autres, c'est du pétrole, là. Mais en réalité, BP, il donne quoi? Je suis allé voir juste de même, vite, là. Il donne à peu près 4 de dividendes par année. Ben, qui possède ces parts-là? Ben, il y a du monde comme toi et moi, mais il y a des fonds de pension aussi. Il y a des fonds de pension. Donc, les fonds de pension, ça prend des rendements pour... Tout le monde est connecté, là. Donc, ça prend des rendements parce que la personne qui a un fonds de pension dit, coudonc, l'inflation, la vie coûte très cher. Puis moi, est-ce que je peux... Est-ce que mon fonds de pension. Une plus grosse rente? Est-ce que ma rente peut être indexée au coût de la vie? Bien, si tu veux faire monter ta rente puis avoir des meilleurs on va dire, intérêts sur ton argent. Bien, les compagnies que tu as dans ton fonds. Bien, faut qu'ils fassent de l'argent. Plus qu'ils en faisaient il y a 2 ans. Oui. Donc, tu sais, c'est une roue. On est tous interconnectés là-dedans. Là. Mais on est fourrés. On est un peu fourrés. Mais, ben oui, on est fourrés. Mais ma question, elle est... Moi, j'aime mieux... Ce que je veux dire, moi j'aime mieux que l'argent soit dans les poches de la compagnie que dans les poches du gouvernement. Ah, ben c'est clair. Regarde, d'abord, même si le gouvernement va chercher plus de taxes et d'impôts, il n'y aura pas de changement à la pompe parce qu'eux autres vont s'ajuster puis ils vont juste monter les prix. C'est ça. Donc, probablement, on aura plus une hausse qu'une stabilité des prix. Et l'autre affaire, c'est que l'argent que le gouvernement va ramasser, moi, je sais que je verrai pas un 5 cents de cet argent-là. Rien de ça. Puis, tout ce qu'ils vont me dire qu'ils vont prendre pour améliorer les services quand je vais avoir besoin de ces services-là, ben ça va être encore de la marde. OK? On comprend, on commence à connaître la patente, ça fait 55 ans qu'on est au monde. Mais on est dans le capitalisme. Je sais qu'il y en a qui, jusqu'à date, ce système qui n'est pas parfait, de tous les systèmes économiques qu'il y a, c'est le meilleur. OK? Il n'est pas parfait, mais c'est le meilleur. Mais quand tu commences à être dérangé par les profits de quelqu'un, parce que les profits, c'est pas compliqué. C'est une compagnie qui a des produits à vendre et ces produits-là, ben il y a quelqu'un qui décide de les acheter ou pas les acheter. En ce moment, vous pouvez prendre l'autobus à place de prendre votre char. Vous pouvez rester à la maison faire du télétravail. Vous pouvez vous acheter une plus petite voiture. Vous pouvez vendre une des 2 voitures. Vous pouvez vous acheter une voiture électrique si vous avez le moyen. Il y a différentes affaires pour ne pas acheter du pétrole en ce moment. Mais dans le capitalisme, je vais prendre l'exemple. Moi, je suis actionnaire de Apple. Apple vient de lancer un nouveau iPad, toutes sortes de couleurs. Il vient de lancer un nouveau téléphone, le 14. Dans les faits, je sais que Apple, probablement que si je regarde combien coûte le téléphone, il doit coûter 200$. Mais ils vont le vendre 2000$. Est-ce que les compagnies pétrolières qui vont chercher le pétrole à l'autre bout du monde, dans l'océan, avec des tiges de 4 km de long, des gars qui reçoivent de l'huile d'en face en tournant à patente, est-ce qu'eux autres ne travaillent pas plus fort que Apple, finalement, et que Apple sont les plus crosseurs versus les compagnies de pétrole? Peut-être que oui. Mais savez-vous quoi? Personne ne va faire une conférence de presse hier à Maison-Blanche pour dire « Hey, on demande à Apple de baisser le prix de ce téléphone. Les profits que fait ce téléphone, c'est dégueulasse. » Oui, puis les gens payent des téléphones beaucoup trop chers. Oui. Ben, j'ai l'impression, là, encore, là, mais c'est encore... Ça se peut que les gens sont prêts à payer un gros prix pour avoir un Apple parce qu'ils trouvent que le téléphone est performant, ils trouvent qu'il dure longtemps, etc., etc. Donc, ils ont peut-être essayé quelque chose d'autre de moins cher, puis finalement, ils n'étaient pas contents après 6 mois, 1 an. C'est où qu'on commence, puis c'est où qu'on finit, c'est ça qui est un peu bizarre. J'ai juste un mot. Greed is good. Puis ça, tu dis ça à quelqu'un qui est de gauche ou un peu même un pied du bord communiste, c'est eux qui viennent fous quand ils entendent ça. Mais parce qu'il y a du risque. La compagnie pétrolière, elle prend des risques. Mais ça. Parce que quand ils décident de creuser et ils ne trouvent rien, ben, veut pas, c'est qui paye? C'est eux autres qui payent. Là. Donc, quand tu enlèves le risque, quand tu enlèves, autrement dit, la roue qui tourne par en avant, Apple, mettons, sortir des nouveaux produits plus performants, tout ça. Si le gouvernement se met les mains dans Apple, ils vont s'asseoir sur le steak, là. Il n'y aura plus d'innovation. Donc, qu'est-ce que ça fait quand tu n'innoves plus?
ben, tu deviens comme le Venezuela. Là. Le Venezuela, il innove plus bien dans le domaine pétrolier. Là. Ben, By ils font the la même way, chose depuis 25-30 ans. les raffineries, la rouille est pognée dedans. Là. C'est un désastre monumental. Là. Fait que quand le gouvernement se met le nez dans l'industrie, puis ils veulent nationaliser, ils veulent taxer, ils veulent imposer, ben les compagnies... C'est la qu'est-ce mort qu'ils qui font? suit. C'est toujours la mort. Tu t'en vas à la mort. Oui. Mais ça, c'est tout le temps attrayant de voir un politicien qui se lève debout et qui dit « Hey, vous vendez trop cher, mais si vous ne vendez pas, je vais vous taxer, mais vous allez voir, je vais vous régler, vous autres. » Les gens ont comme confiance que c'est comme ça que ça peut arriver. Puis là, tu es assis devant la TV. Moi, je suis assis devant la TV, puis là, je dis « Hey, c'est correct, ça. Ouais, les gros, il faut qu'ils payent. » Mais pendant que je dis ça, moi, j'ai un fonds équilibré canadien avec du pétrole dedans qui me donne du rendement sur mon REER. Hey, les compagnies de pétrole, il faut les faire payer. Ouais, mais j'ai un fonds équilibré canadien, là. Moi, j'ai du pétrole dans mon fonds, là. On peut te le couper, ton pétrole, si tu veux. On peut te couper ci, on peut te couper ça. Tu vois que tes rendements vont être pas mal moins bons, là. Mais ce qu'on veut dire, c'est que l'économie est interreliée. Oui. Imagine-toi, ça crie de même, puis le président sort. Puis le gallon est à 3,74. Ah oui. Donc, ça veut dire aux alentours de 85 cents le litre. Nous autres, on est à 1,80 le litre. Puis, sais-tu quoi? Nous autres, il n'y a pas un mot sur la game. On n'a pas eu 2 hausses, nous autres, ici. Quand même spécial, hein? Hey, on va faire une pause vite. Hey, t'es-tu encore sur Twitter? Je suis encore sur Twitter. Ah, parce qu'il y a plein de journalistes québécois qui menacent de quitter Twitter parce que Elon Musk est le nouveau patron. Là, ça pleure, ça braille. Vous savez quoi? Ils ont tous mis des messages il y a 2 jours, 3 jours. Ah, je suis sur le bord de quitter cette poubelle ouverte. Toutes les poubelles, eux autres. Même l'aubergiste est sur Twitter. Ben oui. Mais sais-tu quoi? Ils sont encore là. Ils sont encore là. Hey, on revient dans un instant. Vous êtes sur Radio Pirate Live. Radio Pirate. Ah! Loud noises! Radio Pirate. Online. Worldwide. Radiopirate.com. Qu'est-ce qu'on a dans les prochains blocs, Mr. White? Est-ce que je comprends qu'on a Joe Hamel un peu plus tard, après Jean? Puis après ça, on a un burger d'invité. OK, donc oui. on fait ça en ondes en plus? Ben oui, moi je pense qu'on va faire ça en ondes, c'est clair. OK, parfait. Donc on fait ça un peu plus tard. Mais là, pour l'instant, on se tape une petite discussion le fun. Notre chum Régent est stand-by. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir. Mets-en partout. Mets-en partout, partout, partout. Mon ami Régent, l'essence dans ton coin est à combien? 3. Mais il y a la Shell à Lantana, au coin de Congress, 3,15 $. Mais en réalité, c'est en général 3,26, 3,27. OK. Mais le diesel, je faisais remarquer hier à ma droite, que le diesel est à 5,60, 5,75 le gallon. Ouais. 2 piastres de plus. Puis je viens de comprendre pourquoi. Selon Bloomberg, le 21 octobre, il restait 25 jours de réserve. Ça veut dire qu'au moment où on se parle, on doit être à peu près à 18 jours de réserve de diesel. Oui. C'est pas pour rien. Même ici, diesel, en ce moment, on est autour de 2,50 le litre. Ça veut dire on est à tout près de 10 piastres le gallon. Donc, on se rend pas compte la quantité de diesel qu'on a besoin pour faire fonctionner l'économie, le transport, les camions pour bâtir les affaires. Tout roule au diesel. Là, non, mais les tracteurs... C'est ça, exact. Les pelles mécaniques. Les pelles mécaniques, tout est au diesel. Et puis de nombreuses locomotives aussi, évidemment. En plus. Puis, est-ce que les bateaux fonctionnent au mazout ou au diesel, Jerry? Diesel. Mazout. Diesel? Ben, mazout, diesel. Le mazout, diesel, c'est la même chose. OK, donc c'est pas la même chose. Il y a juste qu'il y en a un qui est plus clean que l'autre. Il travaille un peu plus qu'il soit clean. Hey, Reg, pour ça, la vie est belle? Les avions sont au kérosène. Oui. Non, c'est... et puis, ce n'est que le début d'un temps nouveau, chantait René Claude. Hein? Oui. Parce que là, peut-être qu'au Québec, c'est l'électrique la solution. Peut-être. Mais pour faire le plein d'un Tesla à Londres, présentement, là, dans une station-service, à part le 25 minutes, puis qu'il faut que tu ailles luncher entre-temps, que tu ne penses pas à mettre sur ta facture, c'est 58. Ça veut dire à peu près 72, 73 Canadiens. Exact. Ben regarde, j'ai parlé de notre chum Bill Sheehan qui est venu la semaine passée, qui
son entreprise est à Gaspé pour les fruits de mer, puis qui a son condo à Québec, et qui vit à South Beach aussi une bonne partie de l'année. Il me dit, mon Tesla, ça coûtait 21$ faire Québec-Gaspé pour me charger. Et là, on est rendu aux alentours de 42-43$ la charge. Donc, ça aussi, ça va changer. Là, l'histoire d'un char électrique, c'est gratis après. C'est plus vrai, là. Non, mais ça n'a jamais été vrai, puis c'est de moins en moins vrai. C'est ça. Et soit dit en passant, dans une Tesla, il y a 80 kilos de cuivre. Hein? Oui. Dans la borne rapide, il y a 100 kilos de cuivre. Dans tout le maudit filage qui amène l'électricité aux bornes, on a perdu le décompte des kilos de cuivre. C'est que tu penses que Pierre Lassonde, qui investissait dans l'or et dans le diamant avec Newmont, qu'est-ce qu'il fait depuis 5 ans? Parce que c'est pour ça que les plus brillants sont milliardaires. Parce qu'il sait la demande à l'avance. Partout, à l'avance. Exact. Si tu savais le nombre de claims qu'il y a. Il y a juste au Québec, présentement, ils disent parce que le plan Nord de Charest, on ne l'a jamais appliqué, mais on n'a pas de route. Ouais. On est obligé d'y aller en hélicoptère, puis ça n'a pas de bon sens. Il a l'air d'un bon Jack, lui. Je sais que c'est un de tes chums, mais il a l'air d'un bon gars. En tout cas, à chaque fois on le voit à TV quand il parle, c'est pas un excité, là, mais c'est un gars brillant en tabarouette. Oui, parce que lui, il a vendu Newmont, il les a laissés s'embourber comme il faut, puis il les a rachetés 1,3 milliard de moins. Après ça, il a switché ça 3 milliards de plus en gardant les royautés sur... À toutes les fois qu'il se vend une once d'or dans le monde, ça fait cling-clang, cling-clang, cling-clang. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Il est basé où, lui, maintenant? Hein? Y a-tu encore un pied au Québec? Il y a une maison de... Ça valait 46 millions, là, 6-7 ans, à Toronto. OK. Puis il m'avait demandé d'y trouver une maison à Delray. Puis moi, tu sais, j'étais un bon gars de Falardeau. J'avais dit, il y aurait des gros deals, 700-800 000. Ben, il y avait un petit peu plus, peut-être. Non, lui, il est plus vers la beach, là, la maison de Oprah Winfrey, à Delray, là, sur le bord. Là. Peut-être que c'est plus ça qu'il a besoin. Oh oui, écoute, ben, le gars, il vaut des milliards. Donc là, le retour au Québec s'en vient bien vite, là, ce que je comprends. Tu viens pour quelques semaines? Oui, je viens pour le lancement de la télésérie. Oui. Canadien nordique, la rivalité. Puis après ça, tu sais comment, j'aime vraiment les boxeurs, puis j'aime la boxe. On a Kim Clavel, le premier à Laval, où les billets, ça se vend pas. Non? Puis on a Shawinigan, où ça va être pacté comme un œuf. Pourquoi ça se vend pas à Laval? D'abord, ça va peut-être décoller, mais il se fait pas une grosse promotion. Ouais. Tu sais, je pense que les gens... Yvon Michel a pensé que Big Brother, c'était assez. Parce que Kim Clavel était à Big Brother, puis on l'aime. Puis pendant la COVID, elle a été préposée, puis aide infirmière, puis donc, elle a eu des médailles méritées. Mais convaincre les gens maintenant au Québec de sortir... Ça veut dire, d'abord, à Montréal, tu viens de te couper du marché de la Rive-Sud. Ouais, tu fais un gala à Laval. C'est clair, là, tu fais pas le tour. Là. Non. Puis faire sortir le monde à Montréal, à part le Canadien, là, c'était une moyenne job. Mais je pense que c'est partout. Peut-être que c'est partout. Est-ce que tu le sens en Floride? Tu sens-tu que... Parce que tout le monde m'a dit, en Floride, au contraire, les restaurants sont pleins, même le lundi, le mardi, ça grouille. Mais ici, les gens sont vraiment pantouflards. Là. Ça, tu le remarques. C'est même pas moi, je pense que le monde. Non, tu le sens, tu le files. Là. Il y a des balles de foin qui roulent un peu partout de bonne heure. Là. Non, les gens. Je dirais, moi, les villes où ça a frappé le plus la COVID, là, je pense à une ville comme New York, par exemple, qui est démocrate. Puis, tu sais, c'était. Rappelle-toi, ça a brassé à New York au niveau de la COVID. Je lisais un article dans le New York Times, là, 2 semaines. 6 is the new 8. Autrement dit, maintenant, tu invites les gens à souper au restaurant à 6 heures au lieu de 8 heures. Oui. Parce que les gens... À Montréal, c'est encore pire. Parce qu'à Montréal, à cause de l'incurie totale, complète, invraisemblable, je veux dire, à Montréal, si tu te lèves à 5 heures pour aller travailler à 9 heures... Ça, c'est malade. Les codes d'écoute à la TV, là... Ça doit être bon, ça. Ben oui, 7 et le nouveau 8, by the way. C'est la même chose. C'est indéfendable, fait 1,5. Mais le bulletin de nouvelles à 10 heures, il est dur à vendre. Là. Ça marche plus. Puis une télésérie à 9 heures, il faut que ça soit fort en maudit
pour aller chercher 1 million de codes d'écoute. Ben oui. Parce que le monde, quand tu te lèves à 5 heures pour battre le trafic à 5h30. Tu peux pas te coucher à 11 heures. À 9 heures, t'es fatigué. Ben c'est sûr. Ben, c'est clair. Regarde, moi, je suis quelqu'un qui se lève à cette heure-là. Je me lève à 5 heures. Moi, à 9h30, je me couche aux alentours de 9h30, 10 heures. Puis la dernière demi-heure, je commence à. Les yeux me chauffent pas mal. Qu'est-ce que. Hey, je sais que tu es dans les Laurentides, mais écoute, Montréal, tu connais ça, le fond de ta poche. Je rêve-tu? Puis ça s'implique aussi pour la région de Québec, puis toute l'histoire du troisième lien. Là. Puis tu as voyagé partout dans le monde, tu as voyagé beaucoup aux États en moto, tu en as fait plus. Moi, je dis souvent, puis je l'ai répété cette semaine, parce que je regarde l'histoire du tunnel Hippolyte-Lafontaine, puis surtout la désorganisation, puis le peu de préparation. Puis finalement, ça a été moins pire que prévu hier, parce que beaucoup de gens sont restés à la maison, mais je veux dire, ça ne restera pas de même tout le temps. Là. Donc, c'est moi qui rêve, mais le fait que Montréal étant une île, puis là, on a rajouté quelques ponts pour aller sur la rive nord, dans le coin de la 25, puis tout ça, il y a quelques années. Mais je veux dire, avant, c'était terrible, là, c'était pas mieux. Si, mettons, on avait des gens qui, comme ailleurs dans certaines plages, je ne parle pas de... Comparons-nous pas à des pays tout croche, là, comparons-nous à des pays modernes comme le nôtre, mais mettons qu'au niveau urbanisme, puis de préparer les 50 prochaines années, puis toute cette affaire-là, mon feeling, c'est que tu regardes Montréal. Là, je sais que Montréal n'a pas le nombre d'immigrants que Toronto. J'ai regardé les chiffres hier qui sont sortis. Je comparais les villes canadiennes. Montréal tire de la patte comparativement aux autres pour l'attraction envers les gens qui arrivent d'ailleurs. Il y a plusieurs raisons pour ça, mais je pense que aussi le côté dysfonctionnel de la région joue pour beaucoup. Mais si on avait eu des visionnaires, mettons 1970, 1980, 1990, en 2000, des gens qui à chaque 10 ans se remettent... à penser, bon, qu'est-ce qui s'en vient? La population va s'en aller où? L'étalement urbain, on ne pourra pas empêcher ça. Veut pas, c'est une grande région. Donc, on est-tu en train de pas juste remplacer un pont, d'en rajouter un autre? Puis peut-être sur la rive nord, d'en rajouter un autre, d'en mettre un aussi vers l'est, dans le coin de Varennes, parce que Varennes se développe. Au lieu de faire des grands détours pour quelqu'un qui part de mettons, Repentigny, qui s'en va sur la rive sud, de s'en aller vers Anjou, d'aller pogner le tunnel, de repartir vers Varennes, c'est pas wise. Est-ce qu'on aurait pu éviter tout ce bordel-là, mais on a tellement... Je sais pas, soit qu'on est désorganisé totalement dans notre ADN, ou encore on a peur d'affronter les vrais problèmes, c'est-à-dire le transport. À chaque fois que quelqu'un soulève ça, le monde capote. Y a-tu un peu de désorganisation totale dans notre thinking des 50 prochaines années pour chacune des époques qu'on a vécues depuis 30 ans? Jamais capable de penser en avant de son temps. Sérieux, je ne sais pas si tu l'as eu dans le Journal de Québec hier. Les organismes impliqués juste pour manœuvrer le trafic. La photo, là? Hippolyte-Lafontaine. Tu parles de la photo avec les affaires sur le mur pour essayer de comprendre d'où ça part? Là? Ça dure, c'est 2 pages. Oui. Le nombre d'organismes. Fait que là, ça veut dire que le gars d'en bas qui a une idée, avant que ça arrive au gars de gauche ou la femme de gauche en haut, oublie ça, ça n'arrivera pas. Ce que je réalise, moi, j'ai mis les pieds à Montréal la première fois, vraiment, là, c'est parce qu'à l'Expo 67, on avait couché sur la Rive-Sud, puis on ne s'était pas rendu à Montréal. Donc, je vais aller à Montréal en 70-71. Un reportage avec Québec Air. Voilà. On m'a dit, invité sur le bras. Mais quand je suis arrivé à Montréal en 74, là, c'était le même Montréal. C'est-à-dire, Descaries, je trouvais ça beau. Tout ce qu'ils ont fait, ils ont fait l'échangeur de Turcot, mais zéro changement. Non. Zéro. Puis c'était déjà du trafic. Mais, je veux dire, pour monter... Là, les gens, avec le télétravail, les gens ont vendu à Montréal beaucoup, sont venus s'installer Blainville, Boisbriand, Mirabel. Oui, mais la 640, elle a encore 2 voies. Je veux dire, ça c'est fou, raide. Ça devrait être 5 voies de chaque bord avec le nombre de monde qui s'est implanté là, tabarouette. C'est quoi la population de West Palm Beach et la population de Montréal? West Palm, Montréal, c'est 3 millions. West Palm Beach, c'est 1 100 000. Non, c'est 1 100 000. C'est parce que j'ai regardé les codes d'écoute de radio. Voilà, le West Palm Métro, c'est 1 100 000. Le métro, OK. Montréal, le West Palm Métro. Ça inclut Boynton, ça inclut ça. Oui, mais là, écoute, là, ça inclut jusqu'à Mirabel, là. Oui. L'équivalent de Mirabel. Comment ça se fait que quand tu pars de Port-Sainte-Lucie, puis que moi, je pars de Lake Worth, puis qu'on se donne rendez-vous, comment ça s'appelle le restaurant, là?
sur le bord d'un canal. Là, Celui, à West Palm Beach. En tout cas, l'italien. là, que- Carminé, le Ouais, L. Carminé. Carminé. Comment ça fait que tu descends sur 3, 4, 5 et 6 voies quand tu approches de West Palm Beach? Oui. Comment ça se fait que je roule sur 5 voies tout le long? Jusqu'à la dernière sortie de Jupiter, c'est 5 voies. Ouais. Ben oui, c'est Il y a toujours bien quelqu'un qui y a pensé Ben oui. que ça grossirait. Puis là, ils sont en train de rajouter une voie justement dépassée chez nous sur la Turnpike. Donc, c'est toujours à l'avance. Toujours à l'avance. Même des fois, tu regardes ça, tu es ailleurs, tu dis, mettons, moi, je me suis bâti il y a plusieurs années dans le coin de Pembroke Pines. Et quand j'ai bâti là, il y avait l'autoroute 75 qui était là, qui partait à peu près du Sawgrass Mill, puis qui descendait là, vers Miami. Puis là, je regarde ça, c'est 5 voies de chaque bord. Mais là, de chaque bord, il y a rien que des vaches et des champs. Mais je me dis, pourquoi ils ont sacré une autoroute de 5 voies de chaque côté ici? Ben, Parce que allez-y là. dans là. 20 ans, dans 20 ans, ça va être tout bâti. Ben là, c'est exactement ça. Là. Ils savaient qu'est-ce qui s'en venait. Nous autres, on est toujours en train d'essayer de se courir après la queue. C'est ça qui marche pas. Mais, tu sais, sérieux, là, on est un État... On va employer un mot poli. Mais je pense pas que personne qui nous écoute va hurler, là. Mais on est vraiment un État très socialiste. On vit dans une économie très socialisée. On vit dans un management très socialiste. Et on vit dans une ville à Montréal communiste. C'est ça la vérité, là. Communiste dans le sens qu'on veut arriver à faire des bâtisses, ce que j'appelle des cages de poules, là. Puis littéralement forcer quasiment les gens à aller vivre dans des appartements mais promène-toi à Moscou. J'ai eu le bonheur de me promener à Moscou. On les rencontre, ce qui a été bâti dans le temps de Staline. Là. C'est gris, c'est à peu près 8-10 étages. Mais comment ça qu'on n'apprend pas de l'histoire? Comment ça qu'on apprend? Je sais pas. C'est bizarre, ça. Puis regarde qu'est-ce qu'on fait présentement, là. C'est heureusement, ils l'ont pas fait encore, là. Mais tu réalises-tu qu'un organisme a proposé de interdire de prendre le tunnel Hippolyte-Lafontaine tout seul dans ton auto? Oui, c'est la Chambre de commerce. Le logo de la Chambre de commerce, et qui est supposé défendre aussi un peu les intérêts des gens qui sont actifs et qui essayent de faire des affaires. Ben oui. Mais Legault a déclaré « Ouais, ça, faut pas exclure. » Oui. Oui. Non, mais tu réalises-tu que ce qu'on est en train de dire, tu sais, le voisin qui te fait chier à l'année, là? Mais là, si tu veux pouvoir aller travailler, il faudrait que tu y ailles. Paye-les pour qu'ils soient assis à côté de toi. Oui. Va-tu falloir s'embaucher? Oui, quelqu'un mettre dans son char. Oui, il faudra s'embaucher quelqu'un mettre dans son char. On va s'engager des retraités qui font rien de leur journée. C'est ce que tu fais. Tu t'embarques dans des chars. Oui, on n'aura pas le choix. Parce que. Tu le débarques l'autre bord, puis quelqu'un va te ramasser. Il rembarque encore un autre 20$. Lui, il fait juste le tour de même. Il fait juste le tour des bars. Mais tu sais que Legault a énormément de pression en ce moment alentour de lui pour interdire l'auto solo. Tu sais, dans les histoires de changement climatique, il y a des organismes très puissants que lui, maintenant, trouve bien brillants, qui lui disent que la solution pour les problèmes de transport, la première qu'il faut imposer, un peu comme on a fait avec la COVID, donc c'est très extrême comme solution, c'est justement, pas juste pour les ponts, là, c'est d'interdire l'auto solo, point. Ça, c'est malade, là. Tabarouette, ça veut dire que le gars, il amène sa femme, elle débarque à un coin de rue, puis là, il fait monter la maîtresse. Ça veut dire, ça va prendre un timing, il va dire de quoi. Oui, entre les deux, il faudrait que ça soit serré. Puis là, il faut que tu trouves un amant pour ta femme pour faire le switch. Tu comprends? Ah oui, c'est débile. Non, mais ça veut... D'abord, il va falloir aussi dire des vraies affaires, là. Je veux dire, les changements climatiques, tous les gaz à effet de serre, de tous les moteurs sur la planète, tous, c'est 1% de moins que les vaches. Ah, mais ça, ils veulent les enlever aussi, nous. Enlever les vaches? Ben oui, ils veulent enlever les vaches. Ils veulent enlever les vaches, les bœufs. Il faut qu'on arrête de manger de la viande. Non, eux autres sont en mission, pas à peu près. Et la mauvaise nouvelle, c'est que les gens qu'on trouve pas bons pour gérer les ponts, c'est eux autres qui écoutent les mêmes pour ces histoires-là. Là. Ils écoutent le même, tout le monde en parle. Ben oui, c'est ça. Ils écoutent la même affaire. C'est pas drôle, là.
Ah non, quelle époque, pareil, on va dire, quand on regarde ça. Non, là. non. Mais la question, par exemple, la question là, qui est posable, là. Régent, tu as plus d'expérience que nous autres. Tu as vu les gens qui étaient crinqués d'avoir du changement puis de réussir. Tu as vu les années 60, tu as vu les années 70, tu as senti ça. Moi, j'ai mes meilleurs souvenirs, c'est fin 70, donc je commence à allumer là, pendant les Olympiques puis toutes ces affaires-là. Les années 80, où il y avait encore une soif d'être meilleur. Il y avait une soif, on avait une certaine orgueil, puis on voulait être meilleur que Toronto, puis on voulait pas ci. On avait une genre de fierté. Non, mais le Québec Inc. des années 80, là, c'était quelque chose. Me semble. Tu sais, le lancer compte qu'on a écrit, là, puis qu'on a tourné. Ça prenait du guts, là. Non, mais ça représentait quoi? Des gagnants? Oui. Exact. Il n'était pas parfait, là. À un moment donné, quand ça repassait à RTV, là, j'ai hâte d'avoir les droits d'auteur. Oui. Mais ce que je veux dire, Pierre Lambert, le jour de Noël, il couchait avec toi. C'était pas fin. Non. Mais c'était une mentalité. C'était dans son temps. Mais le monde l'aimait pareil. C'était comme Tiggy. Tiggy, il prenait un coup, il fumait dans des vestiaires, puis il n'était pas toujours parfait, mettons. Non, mais le monde l'aimait, il le comprenait. Mais ce que je veux dire, est-ce que tu réalises qu'on a construit le pont Hippolyte-Lafontaine en 60? Ouais. Est-ce que tu réalises qu'on a creusé le métro, puis qu'avec la terre et les roches du métro, on a fait la place qu'on va pour voir Jacques Villeneuve. Exact. T'sais, mais tu réalises-tu que le métro, ça s'est fait en 4 ans, entre le moment où le drapeau l'a annoncé puis qu'ils l'ont inauguré? Ouais, mais là, il ne pensait pas au grillon de je sais pas trop quoi qui risque de disparaître, puis à tel poisson, puis à telle affaire dans le fleuve, puis écoute bien, il fallait faire ce qu'il fallait faire. Fier de qui tu es, puis en même temps, il faisait Manicouagan. Oui. Il était inauguré en 66. Ça, on ne peut rien bâtir de ça aujourd'hui. On peut rien faire de ça. Bourassa, que j'ai voté contre parce que j'étais péquiste, mais il y a quand même... c'est quand même lui qui a lancé le projet de la baie James. Écoute bien. Puis à un moment donné, tout a jamais. Tout. Moi, je vais te dire une affaire. On prend pour des gens, mettons, qu'on n'a pas voté. Il y en a qui n'ont pas voté pour Lévesque. Il y en a qui n'ont pas voté pour Bourassa. Il y en a qui n'ont pas voté pour Bouchard. Mais aujourd'hui, tu mets ce monde-là, là, on vote tout pour eux autres. Là. Que ce soit Lévesque, que ce soit Bourassa, on les mélange tous, on lui met tous le même chapeau, même couleur. On dit, on c'était des hommes d'État. Ben oui. Il y avait des projets qui faisaient avancer les choses. Bon, mais honnêtement, puis c'est drôle, je m'ai essayé de t'envoyer les 8 épisodes que tu les un petit peu avant tout le monde. C'est comme si... Je ne sais pas ce qui s'est passé vraiment, là, mais c'est comme si le Québec avait eu les reins cassés. Oui ou non, c'est pas grave, là. Mais tu regardes ce qui s'est passé en 95, tu regardes ce qui s'est passé... Là, il y a eu le scandale des commandites où ils ont tout fait pour laver la tête des gens. Puis tu regardes, puis là ça... On dirait qu'il y a eu comme un laisser-aller mental, un abandon. Puis c'est ça que ça te donne le Québec, là. On vient de le dire, il y a la qualité des gens qui... Puis, tu sais, je respecte les gens qui vont en politique de toutes les époques. Là. C'est quand même un investissement, c'est quelque chose de gros. Là. Surtout aujourd'hui, dans la vie d'aujourd'hui, où tout le monde avec les médias sociaux, c'est impossible. C'est très dur. OK, ça je comprends ça. Sauf que la qualité n'est pas la même, justement pour les raisons qu'on vient de donner là. Donc, la qualité de la crème c'est pas la crème de la crème qui y va pour soit des raisons monétaires ou des raisons qui veulent pas se faire taper dessus ou de se faire canceller pour des maudites niaiseries qu'on connaît pas aujourd'hui, mais qui pourraient sortir demain à 3 heures, qui chambarderaient leur vie. Ensuite, moi, je pense que le bout drôle, là, puis on l'a vu encore plus pendant la COVID, puis c'est nous autres, là, c'est pas juste la qualité des citoyens, ça inclut les gens qui participent à cette machine-là, qui sont supposés, avec beaucoup de milliards à chaque année versés dans la place, nous donner des services impeccables, puis des routes impeccables, des écoles impeccables, des hôpitaux, puis qu'ils le font pas, puis qui n'ont pas d'orgueil, même s'ils n'arrivent pas à ces fins-là. Mais nous, le monde normal, là, comment on est rendu tolérant face au chaos, à l'échec l'incompétence et à l'incompétence. Totale. C'est incroyable. Ça, c'est nous. On endure tout. Bon, c'est de notre faute.
À un moment donné, peut-être que je te l'ai déjà compté, mais on va me mettre ça bien short. À un moment donné, j'avais dit, comment est-ce qu'un tel a pu me faire ça? Puis j'étais avec Yves Canville, le plus vieux des Canville, le psychiatre. Puis avec Yves, il m'avait dit, je pense que tu poses la mauvaise question, Régent. C'est comment moi, Régent, j'ai laissé faire ça. Ben oui, c'est ça. Ouais. C'est carrément Quand ça. tu commences à poser ça comme question, toi, Jeff, là tu sais, si tu disais à chaque fois, mais c'est fatigant, tu sais, parce que la bien-pensance va essayer de t'écraser. Mais si à toutes les fois, tu disais, comment moi, je peux laisser faire ça? Moi, un boss niaiseux, là, quand tu commences à dire, comment est-ce qu'il peut être niaiseux de même? Le jour où tu dis, comment est-ce que moi, je peux le laisser être niaiseux comme ça avec moi? Oui. Ben, c'est Ça ça. veut dire de quoi? Tu rentres dans le bureau et tu dis non. Sais-tu quoi? Oui, c'est fort d'un référendum, le non, là. Je peux t'annoncer que dans la vie, quand tu dis non, je ne ferai pas de chronique là-dessus. Si tu veux en écrire un, là, prends ta déjà su écrire, écris-les. Regarde, je suis d'accord avec Yves Canville, pas à peu près. Là. Moi, c'est ça que je remarque. C'est ça qui me fait mal. Tu parlais tantôt de rentrer de bonne heure. Il y en a qui rentrent de bonne heure parce qu'ils travaillent de bonne heure, mais il y en a aussi qui rentrent de bonne heure parce que c'est maintenant le monde, c'est comme le sécurité. Ils ont fait le bout qu'il y avait à faire. Puis là, maintenant, mais tu l'as dit, ouais, mais toi, tu as eu un bon bout, tu as eu des belles routes, tu as eu des hôpitaux, on était capable de t'opérer, mais là, c'est parce que tes enfants et tes petits-enfants n'auront pas ça. Peut-être que c'est le temps de faire un geste quelconque pour que ça change, qu'on améliore la place, ça ne le dérange pas. Ça, là, non, moi, regarde, je veux pas de changement, je veux pas commencer à mettre en péril ce que j'ai, etc. C'est un peu, c'est ça, c'est un peu une société qui s'éteint, ça, quand on est de même. J'ai un de mes amis médecins qui me, tu sais, on parlait, ça fait une semaine à peu près. On parlait un peu de la campagne électorale puis du résultat, tu sais. Et lui, il était très honnête. Il dit, Éric Duhem, il a fait une super campagne, mais je n'étais pas prêt. Les deux autres, ils m'ont menacé de me taxer. C'est cher. Fait qu'il dit, le pire Legault, il m'a pas menacé de rien. Sauf qu'une semaine après l'élection, Legault annonce qu'il va taxer cher. Tu sais? c'est ça qui est plate. Hey, je regarde le temps passer. Un paquet de bons sujets. Je veux qu'on regarde Félix Auger pour la semaine prochaine parce que je veux qu'on parle dans 15 minutes. Mais avant, parce que la nouvelle, elle va mourir si on n'en parle pas là. Michel Therrien qui dit, parce que là, maintenant, il a décidé qu'il n'allait plus être coach parce que le téléphone ne sonne pas puis qu'il dit, là, maintenant, j'ai retrouvé ma liberté d'expression. Je peux vous dire une affaire. La direction du Canadien, les Nordiques à Québec, ils veulent zéro. On le sait depuis tout le temps, mais personne n'était capable de nous le dire. Ben lui, il était pas mal dans l'entourage du Canadien. Là. Non, mais honnêtement, c'est une opinion. Là. C'est pas appuyé, il n'a pas entendu, mais son feeling quand il était chez le Canadien, le feeling qu'il avait, il entendait jaser vraisemblablement, quoique je suis pas sûr que Michel entendait jaser bien gros au 7e étage. Son feeling, c'est le gros bon sens aussi. Il a une tarte aux pommes avec la COVID, ils n'ont pas eu moyen de mettre de la crème glacée. Là, la COVID est finie, puis ils se dépêchent de mettre ça plein de crème glacée. Ensuite, ils ont le goût de n'envoyer le tiers à Québec. Ben, c'est sûr que non. Tu sais, je veux dire, demain matin, je suis actionnaire du Canadien, je suis le CA, puis je suis originaire de Québec. Moi, les Nordiques, je veux pas. Non, vers quoi tend automatiquement dans le capitalisme, Jonathan va pouvoir te l'expliquer encore bien mieux, c'est à créer une situation de monopole. Soit dit en passant, on est chanceux en maudit, vous autres, la gang de Apple, là, que Samsung soit tough. Parce que si tu n'avais pas Samsung et Android, penses-tu que Apple progresserait autant que ça pour essayer de garder ses parts de marché? Clair que non. Et bon, Google? Puis oui. Regarde, mon adresse, c'est Yahoo. Quand Google est arrivé, Yahoo, ça ne s'est pas amélioré. Il s'est passé quoi? 2 générations qui sont allées sur Google. C'est exact. Tout. Exact. Parce qu'ils ont été meilleurs. Mais eux autres, ils ne voient pas ça de même. T'sais, moi parce que nous autres, on s'en rappelle, là, il me semble que tout le hockey était plus gros, donc, tu sais, je veux dire, tu peux avoir 100% d'une tarte. Prenons un chiffre, OK, c'est pas les chiffres, là, mais mettons, il y a 1 milliard de disponibles. Là, tu te dis, OK, mais là, si je mets un club à Québec, je vais avoir 700 millions du 1 milliard. Non, moi, je vois pas ça de même. Si tu montes ça à 2,5 milliards... Ben, il est là le point. C'est lui le point. Ben oui. Mais toi, on l'a compris. C'est pas nous autres qu'on est d'une famille
de centaines de millions de dollars. Je trouve qu'il manque un peu de... Je trouve que Jeff Molson, on va le dire. Jeff Molson, c'est un gars, dans la gestion du... Là, ça a l'air aller. Là, il a compris quelques affaires, il a pris quelques décisions, le fun. Puis Oui, on verra, là, je veux dire, on commence. Il y a quelqu'un là-dedans aussi. Oui, c'est ça. Je pense que c'est la madame qui semble prendre de plus en plus de place. Mais Oui. c'est un gars qui... Mais comme plusieurs rentiers, là, je ne suis pas le seul, je ne veux pas y mettre ça, c'est pas nécessairement de sa faute. Il y a plusieurs rentiers qui n'ont pas eu besoin de mordre si fort pour avoir ce qu'ils ont. C'est arrivé un peu par une genre de cuillère dorée, là. Il est venu au monde au 3e but, c'est pas un trip. Non, c'est ça. T'as pas eu besoin de la frapper, t'as pas eu courir jusqu'au 3, là. T'es arrivé là. Mais il y a peut-être quelque chose aussi qu'on l'oublie, c'est que quand il y a eu la fusion Molson-O'Keefe, en 89, Ouais. tu sais, oui, tu avais la bataille des équipes en tant que telle, mais tu ça, avais la c'était gros, bataille là. de la bière, Ah non, c'était énorme. les parts de marché de la bière. Mais là, cette fusion-là, en 89, ça a changé beaucoup de choses, je pense. Oui, t'as raison. C'est un gros point. Hey, et je n'ose pas le dire parce que ça m'a sorti de l'esprit, ça, quand on a préparé la série. Mais c'est une question qu'on aurait pu poser, par exemple. Si O'Keefe reste tout seul de son bord avec les Nordiques, puis Voilà. Molson, penses-tu qu'O'Keefe laisse partir les Nordiques pour Pense que laisser non. le marché complet de la province à Molson? Oui. Ou change l'histoire. Avec ce qu'on sait aujourd'hui, c'est Labatt qui est dans les Nordiques au lieu d'O'Keefe, puis Labatt et c'est Nbev ou je ne sais pas trop quoi, là, sont encore là. Ils n'ont pas, eux autres, ils n'ont pas été bouffés dans une fusion. C'est Labatt qui est le O'Keefe en 1984 qui est avec les Nordiques. Puis Labatt est ce qu'il est aujourd'hui, puis Molson est ce qu'il est aujourd'hui. D'après moi, je ne suis pas sûr qu'on a les mêmes moves. Mais ça, là, c'est avec des si comme ça, mais... C'est le Moi, fun. là, le dossier de Québec, là, c'est pas compliqué. Je pense sincèrement, puis j'en ai des informations. Québécois serait très à l'aise avec 20-25% de la propriété parce que ça leur protégerait leur marché de TV puis leur marché de communication, puis ils seraient le locateur avec le centre Vidéotron. Ben, un peu comme Anyway. Canadien avec l'équipe de la NBA qu'on parlait la semaine passée. Là. Oui. Tu n'es Même- pas obligé d'avoir 100%. Oui, je comprends. Et ça veut dire que... Mais ça, est-ce que Bettman va rester là 10 ans? Est-ce que Bettman va garder à tout prix son idée que l'expansion de la Ligue nationale se fait à travers les marchés de TV traditionnels? Oui. Tu sais, peut-être qu'un jour, la Ligue nationale va faire ce qui s'est passé avec la MLS, s'en aller avec Apple TV. Oui, peut-être que... À ce moment-là, tu sais, on est tellement... Le citoyen est tellement pas gros dans les games qui jouent en haut, là, qu'on oublie parfois que... C'est dangereux, ça. Comment je d'ailleurs. te dis? Oui, ça en est dangereux. Ça Ah en oui. est dangereux. Ça en est dangereux. On est des numéros. Hey, thank you, Reg. Hâte de te voir, mon ami. 3 et Régent. 15. 3 et 15. Qu'est-ce que tu veux dire par là? 3 et 15, la Ah, gasoline. 3 et 15, oui, le fuel. Oh, yes. J'ai hâte de payer 3 et 15. Je m'en viens. Dans un mois, je m'en viens. Je vais être là. Donc, Ça veut dire moi, je reviens le 18. Ça veut dire qu'on va se croiser quelque part. là. on va se croiser quelque part dans le temps des fêtes, c'est sûr. Hey, thank you, Reg. Salut, bye. On s'en parle. Bye. Bye. Régent Tremblay était avec nous sur Radio Pirate Live. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Es-tu prêt pour Joe Hamel, mon ami Oh, que oui. Jerry? J'ai déjà les sujets qui rentrent dans mes mains live par Mr. White. Joe s'en vient après. Radio Pirate. Jeff Fillion. Joe Hamel, qui me semble est sur... il fait jaser beaucoup de monde, Joe Hamel. Tant mieux. Donc, ça, c'est bon signe. C'est bon signe. Quand on entend son nom, ça veut dire qu'on fait quelque chose de pas pire. Joe, t'es salué. Bienvenue sur Radio Pirate Live. Je sais que tu étais branché avec Régent. Je sais pas si tu as entendu tout ce qui s'est dit pendant qu'on jasait avec Reg sur l'État de Montréal, sur la vision des politiciens, sur le manque, justement, de prévision, puis aussi le fait que nous autres, on est rendu... tu sais, on tolère que, mettons, on donne une pièce puis qu'on en reçoive pour 25 cents. Si je veux faire une image vite, là, on est rendu très tolérant face à beaucoup de crosses. Moi, je me sens... Quand je donne une pièce, je sais que je me fais fourrer 75, 80, 85 cents facile, que ce qu'on va me donner en retour, ça va être des services de merde.
qu'il n'y a aucune prévision. Puis si jamais je veux avoir un pont qui a de l'allure pour essayer d'empêcher des gens de faire 5 km d'un bord, 5 km de l'autre, 5 km après ça pour faire un U, bien que ça va être un débat pendant des années. Donc, aucune manière de faire les choses rapidement avec une vision à moyen et long terme. Montréal paye le prix de ça. Vieux système de transport, développement dans les périphéries depuis des années et des années. L'île est de plus en plus isolée parce que il manque de ponts, carrément un manque de ponts, des ponts désuets. On a un nouveau qui a été refait, un tunnel qui était à l'abandon depuis au moins 25 ans puis que là, on n'a pas le choix d'arranger. Donc, on est un peu coupable de ce qui se passe et essaye donc de changer les choses avec les organigrammes qu'on a vus qui sont alentour de toute cette planification-là. C'est quasi impossible à changer, ce minding-là qu'on a. Là. Non, écoute, j'écoutais avec attention ton échange avec Régent. Très intéressant. Je pense que ça remonte quand même à longtemps. J'aime quand même le parallèle avec... on fait des parallèles avec 95 et ce qui s'est passé par la suite. Et nonobstant le référendum, en fait, ce qui se passe un peu, c'est le fait que les gens, les investisseurs, les gens qui sont mobiles, finissent par perdre confiance dans... En fait, ce qu'il n'y a pas, c'est la prévisibilité de l'État ici au Québec. Là. Donc, on n'a pas confiance que l'État va rendre les services et surtout que l'État ne va pas légiférer de manière arbitraire, comme c'est le cas, par exemple, ça l'a été au début avec la loi 101 qui a fini par prendre place, mais là, ça l'est maintenant avec la loi 96 notamment, qui est, je l'entends ici à Montréal, ça fait quand même les manchettes. Il y a beaucoup, beaucoup d'entreprises qui songent à quitter parce qu'il y a un fardeau qui va être imposé sur les entreprises. Tu sais, il va y avoir des espèces de Gestapo linguistiques qui vont pouvoir débarquer dans les entreprises et fouiller les téléphones. Donc, imaginez les firmes, on parle souvent des jeux vidéo à Montréal, on parle de l'industrie de hashtag l'intelligence artificielle, etc. Donc, pensez-vous que ces gens-là vont tous utiliser des logiciels français et qui vont correspondre 100% en français? Absolument pas. Donc, ça, c'est une autre couche réglementaire par-dessus un État obèse qui oppresse justement les entrepreneurs. Et ça, je pense que c'est une des conséquences que ça a, c'est le délabrement, l'état de délabrement général de la ville, parce qu'il manque justement ce momentum qu'il y avait. Tu sais, Expo 67 et par la suite, tu lis un peu cette époque-là, les années 70, le Québec s'est développé quand même rapidement. Et je pense que je suis quand même d'accord avec toi sur le fait que, nonobstant qu'on ne soit pas d'accord totalement avec leur politique, que ce soit Lévesque, Bourassa ou Parizeau, on est à des milliers de kilomètres de ce qu'on a présentement comme dirigeant. Là. Moi, quand je suis venu au monde, il y avait Ronald Reagan comme président, il y avait, je crois, Jean Drapeau comme maire et il y avait, je pense que c'était René Lévesque comme premier ministre au Québec. Fait qu'on est quand même ailleurs. Et Margaret Thatcher comme première ministre. Oui. En Grande-Bretagne. Donc, on est quand même ailleurs en termes d'envergure. D'ailleurs, je regarde souvent, j'ai souvent l'occasion d'aller dans l'édifice de la Caisse de dépôt. Puis je me dis souvent, si Jacques Parizeau serait là aujourd'hui, je pense qu'il te ferait un méchant ménage dans le bâtiment qui porte son nom. Là, tout le département de Diversity, ESG et compagnie, là, il disait c'est quoi ce bullshit-là? Il ferait un méchant ménage dans le building. Et tout ce que tu as dit, là, est-ce que tu penses que c'est un lien direct avec les chiffres qu'on regarde? On a eu des chiffres d'immigration à travers le Canada. Il n'y a pas de ville du Québec il y a des villes de partout, beaucoup de villes ontariennes, malgré que l'Ontario a un modèle qui ressemble de plus en plus au modèle québécois. Il doit être un peu meilleur parce qu'il y a des choses qui doivent agacer un peu moins les gens qui cherchent une nouvelle place à vivre. Ottawa est une des villes qui attire le plus, un débordement naturel de Toronto, mais ça déborde même dans l'Est. Moncton est une des villes, Jerry, qui attire le plus de nouveaux arrivants dans les 3 dernières années. C'est ça la grandeur du Canada, le Calgary, toutes les mêmes villes habituelles, mais dans le top 10, il y a Gatineau qui est mentionné à un moment donné à cause d'Ottawa, là, mais je veux dire, Montréal n'est pas là, les banlieues de Montréal ne sont pas là, Québec n'est pas là. Puis quand tu compares entre, mettons, des villes de plus petite grosseur que Montréal, puis tu regardes le nombre, je ne parle pas de pourcentage, je regarde vraiment le nombre, tu dis, mais voyons, comment ça se fait que Montréal n'est pas plus attirant pour les gens qui viennent d'ailleurs et qui ont le goût de s'établir? Parce qu'on est là, on veut-tu 30 000, on veut-tu 40 000, on veut-tu 50 000? La réalité, c'est que quand on se compare aux autres régions canadiennes, les gens ne veulent pas s'établir au Québec. Oui, bien écoute, il faut le voir dans une perspective plus large. Tu sais, les gens, je pense, ne réalisent pas qu'au tournant du 20e siècle, Montréal était la capitale bancaire du Canada. Montréal, c'était une des grandes villes nord-américaines au même statut que Chicago,
Évidemment, pas New York, c'était beaucoup plus gros, là, mais c'était une des grandes ville nord-américaine, son port, évidemment. Donc, c'était, je pense, un incontournable au niveau commercial. Ça l'est dans une certaine mesure encore, mais tu regardes la progression, quelque chose, moi, qui m'impressionne depuis, je te dirais, facilement 5, 6, 7 ans, mais presque 10 ans. La progression de Toronto, tu sais, tu as toujours l'espèce de légende urbaine du Daumien unilingue. Ah, c'est plate à Toronto, il n'y a pas de restaurant. Non, mais maintenant, Toronto, le centre-ville de Toronto, c'est ça ressemble à un petit Manhattan. Là. Un petit Manhattan. La croissance de Toronto, la centralisation de l'industrie canadienne et des commerces à Toronto, ça ne ment pas. Là. Et tu vois aussi la croissance des différentes banlieues de Toronto. Je veux dire, c'est quand même incroyable à comparer Montréal. Évidemment, il y a des défis de transport, etc., mais ça n'a rien à voir à comparer Montréal, qui est un enfer, là, un enfer permanent. À la gare centrale de Montréal, les magasins sont fermés. Oui, mais là, c'est les photos de Mick Swain, l'économiste amoureux du 98.5, qui, eux, étaient des amoureux de toutes les règles COVID qu'on a mis. Et là, maintenant, ils trouvent ça désastreux. Il y a de la peine. C'est la désolation à la gare centrale. Il fait partie des architectes de cette histoire-là. Là. Oui. Donc, absolument. C'était drôle de voir, dans la même année, on avait je pense que c'était-tu le Conseil du patronat ou les chambres de commerce, dont la Chambre de commerce de Montréal, que je méprise profondément. Là. C'est des gens absolument ridicules. Là. Écoute, c'est un lobby gouvernemental maintenant. Oui, carrément. Pour la décroissance. Ces gens-là nous ont milité pour fermer les commerces pendant la pandémie. C'est incroyable. Avec les mandats de vaccination. Puis il a milité pour le char. Il a milité pour le char tout seul, les autos solo. Oh oui, c'est lui aussi, ça. Michel Leblanc, je pense. Et par la suite, ces gens-là demandaient de revenir au centre-ville. Ah, les centres-villes sont vides, vous devez revenir au centre-ville. Mais non, mais c'est incroyable. On dirait que les gens n'ont aucune mémoire. Là. C'est un très mauvais film. C'est devenu... Moi, je pense qu'il faudrait faire un ménage complet dans ces institutions-là. Là, si vous êtes un commerçant, un commerçant ou une industrie, la meilleure décision que vous pouvez prendre au niveau budgétaire cette année, c'est de ne pas renouveler votre abonnement. Oui, cotisation, tu coupes ça. Tu coupes ça. C'est ça, mais absolument. C'est devenu des méga gauchistes carrément dans la machine qui sont toujours du côté du gouvernement, alors que ça avait été pensé pour être l'inverse. C'était ceux qui se tenaient devant les fonctionnaires, devant le gouvernement, qui essayaient toujours de leur nuire pour avancer dans leur business. Là, maintenant, on a des collaborateurs carrément. Là. Exact. Puis écoute, je profite de l'occasion pour pivoter sur l'histoire de... Écoute, il y a un article intéressant dans hashtag le blog étudiant ce matin et il y avait à peu près le même topo dans la presse. C'est comme... pas la presse, le Journal de Montréal. C'est comme s'ils s'étaient parlé. Ils ont fait une enquête. OK, une enquête, ils appellent ça « Circulation sous l'eau, sur l'eau ou à vélo, qui va le plus vite? » Dans le fond, c'est qu'avec la fermeture du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine, ils ont comme fait une enquête à savoir quel était le meilleur moyen de transport pour partir de la rive sud, je pense dans le coin de Boucherville ou Longueuil, en tout cas, de la banlieue. C'est de Boucherville jusqu'à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Ouais, il parle de 15 km. Pas loin du stade, là, pour vous donner une idée. Là. Il parle d'une quinzaine de kilomètres. Oui, bien, entre 11 et 22 km, 25, dépendamment du trajet que tu prends. Puis dans le fond, le premier moyen de transport, c'est la voiture en prenant directement le tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine. Donc, 11 km pour 34 minutes en période de pointe, on s'entend. Après ça, si tu prends le pont Jacques-Cartier, ça, c'est 22 km. Ça veut dire que c'est le double de la distance, mais pour 42 minutes. Fait que là, passez-y 2 minutes, là, tu fais 2 fois la distance, mais tu n'as même pas... c'est beaucoup moins que le double du temps, là, on s'entend. C'est pas proportionnel à la distance loin de là. Par la suite, le transport en commun sur la même distance que la première distance en voiture, là, c'est-à-dire tu traverses le pont Louis-Hippolyte Lafontaine, ça, c'est 58 minutes. Ça veut dire que c'est pratiquement le double que le temps en voiture. Et après ça, c'est là que ça devient drôle. En vélo, c'est-à-dire que tu pars, comme tu disais, de Boucherville jusqu'à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est 25 km parce qu'il faut que tu traverses le pont Jacques-Cartier. Tu ne peux pas traverser le tunnel en vélo, évidemment. Écoute, le pont Jacques-Cartier, en passant en vélo, là, c'est probablement un des manèges les plus épeurants à Montréal. Il n'y a pas un manège plus épeurant que ça à la ronde. Le pont Jacques-Cartier à vélo, là, moi qui fais quand même pas mal de vélo,
je suis pas à l'aise de traverser le pont Jacques-Cartier en vélo. Là, on s'entend, là, c'est pas large. Si tu as le vertige un peu, là, c'est quand même quelque chose. Là, donc, on s'entend. Monsieur, madame, tout le monde, c'est pas quelque chose, à moins que tu le fasses 3-4 fois, à un moment donné, t'es correct, je comprends, là, mais c'est quand même, c'est pas super convivial, on s'entend. 25 km pour 1h21 minutes, Jeff. 1h21 minutes. Et les conséquences de ça aussi, c'est que tu arrives la fourche en sueur. Là. Quand même que tu vas tranquillement, c'est quand même 25 km de vélo. Là, je veux quand même arriver. C'est ce que les espèces d'activistes fondamentalistes du vélo ne comprennent pas. C'est que j'ai pas envie d'arriver en sueur et de me changer. Ou du moins, même si tu vas tranquillement, tu vas quand même être sale ou peu importe. Il y a quand même un aspect de... je ne sais pas quel job que tu fais, mais c'est quand même, il faut que tu aies l'occasion peut-être de te changer à la job, voire même prendre une douche ou je ne sais pas. Là, donc, j'ai vu qu'il y en a qui ont pris genre de bateau. Ah, c'était beau. Attends, mais là, ça, c'est la fin. Tu es en train de scraper ma finale. Ah, excuse. La navette fluviale, Jeff. Une technologie du 17e siècle. C'est incroyable. La navette fluviale pour ressentir ce que Jacques Cartier ou Samuel de Champlain ont vécu en voguant sur le fleuve Saint-Laurent. Écoute, 1h47 minutes. Wow. Tu pars de Boucherville en autobus, tu te rends jusqu'au fleuve. Par la suite, tu traverses le long de l'île, là, je ne sais pas trop. Là. Puis après ça, tu reprends un autre autobus pour à peu près 2 heures. Écoute, tu as le temps de te rendre à l'aéroport, de prendre l'avion puis d'être à Toronto. Là, c'est incroyable. C'est quand même incroyable. Et là, lui, il dit c'était magique. Là. C'était extraordinaire. Et là, tu as une photo. Écoute, tu as une photo de la stagiagiaire du blog étudiant avec son pad de notes sur la navette fluviale. Écoute, elle se dit littéralement « Je suis Samuel de Champlain ». C'est incroyable. Écoute, ça, c'est incroyable. Mais... L'idée qu'on va... Moi, Jeff, là, prendre un bateau, c'est comme le golf. Là. Moi, j'ai pas l'intention de sortir à jeun de là. Fait que j'irai pas prendre un bateau dans le jour. Pour moi, un bateau, c'est pas un moyen de transport. Là. À moins que ce soit un traversier, que tu t'en vas à une île. Moi, le bateau, c'est une histoire de plaisance. Que ce soit une croisière, qu'on soit dans le sud, qu'on va à la pêche. L'idée qu'en 2022, on va prendre un bateau pour traverser de Boucherville à Montréal, c'est complètement malade. Tu sais qu'un des gars d'importance d'affaires à Québec, le grand patron de Exfo, donc M. Lamonde, a dit en fin de semaine, le 3e lien, c'est pas en tout adapté au changement climatique. Il faut oublier ça. Le futur, si on veut transporter du monde, on oublie l'auto puis on transporte le monde seulement. Il y a 2 choses sur lesquelles on doit se concentrer, téléphérique et bateau. Hey non, ce gars-là est à la tête d'une compagnie de technologie. Il faut que le board, il faut que les actionnaires le votent out. Ce gars-là, c'est un danger. Là. Ben oui. Écoute, c'est littéralement, c'est un pari. C'est un pari sur la décroissance. C'est un pari contre la physique en passant. Là, les bateaux, oui, dans une certaine manière, mais ça ne peut pas être un moyen de transport aujourd'hui. L'objectif, c'est d'avoir un réseau routier qui répond à la demande. Les gens ne vont jamais, oubliez ça, là, les gens ne vont jamais prendre le transport en commun en masse, à moins que ce soit d'une certaine manière comme pour aller, par exemple, le REM pour aller, par exemple, à l'aéroport. Ça pourrait être intéressant. Il y a plein de façons que ça le soit. Mais de tenter de forcer puis de pousser les gens vers que ce soit coercitif. On l'a vu, qu'est-ce que ça fait, la coercition, dans les 2 dernières années en passant. Là. Il y a une certaine guerre. Il y a une guerre à l'auto-solo, il y a une guerre à l'individu, il y a une guerre sur les familles. L'idée, c'est d'avoir justement ces espèces de petits curés qui vont décider des tracés, des horaires, de planifier, de centraliser la planification de tout ça. On a vu qu'est-ce que ça a donné dans les 2 dernières années, puis dans les 40 dernières années, avec le réseau de la santé, de l'éducation et le réseau routier. Ils ne sont pas capables, Jeff, de gérer un seul traversier sans le crisser dans le quai une fois par trimestre. Non. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus à Québec. Tu sais que les voitures ne peuvent plus traverser. Et là, oui, quelqu'un m'a envoyé ça. Mais t'as pas. Dans l'article, c'était très drôle. Là, dans l'article, il disait... Là, ce qui est triste, c'est que les habitués de ce traversier qui ne peuvent plus le prendre avec leur voiture parce qu'ils ont dû prendre celui-là pour l'île aux coudes, je ne sais pas trop quoi. Là, maintenant, ce sont que les vélos et les gens à pied qui peuvent le prendre. Donc, les voitures doivent partir de où ils partent, le point A, s'en aller vers l'ouest, prendre les ponts, il y a beaucoup de monde, et revenir travailler au centre-ville. C'est illogique. Et ces gens-là sont tous contre le 3e lien. C'est quand même incroyable, là. Non, c'est incroyable. C'est un shit show. Les gens vivent dans cette frustration-là constamment. Donc, ce qu'on entend, le discours des politiciens, puis à mon avis, c'est ce qui n'a pas été, à mon avis, assez souligné dans la campagne électorale provinciale. On ne veut pas en parler tout le temps, mais je pense qu'il faut revenir. Cette espèce de guerre sur la mobilité
qui n'est pas totalement... Tu sais, c'est un discours qui est littéralement déconnecté de la population générale. Ce sont des politiciens, c'est les Patrick Bonin, c'est les Ferrandez, les quelques activistes là, de la décroissance qui parlent de ça comme si c'était une question de mois ou d'années avec la planète explose. Là. Mais c'est littéralement pas dans la préoccupation des gens. Ils sont dans la les gens veulent se conspiration, dépasser sacrément, rapidement. Comment? C'est des conspirationnistes, pas Ils pire. sont Là. littéralement des complotistes. Là. Oui. Quand tu regardes le discours, c'est beaucoup plus proche du complotiste que les pires des complotistes, on s'entend. Là. Ah oui, ils sont dans les pires. C'est clair, ils sont dans les pires. Fait que c'est ça qui est l'histoire des transports. Écoute, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là. Le shit show est commencé avec le tunnel. Mais bon, à suivre là-dessus. Je sais pas si tu as vu, ben écoute, il y a quand même pas mal d'affaires cette semaine. Oui, ben là, je veux que tu me parles la crise de bacon des gauchistes qui disent qu'ils vont quitter Twitter. Là, ça, c'est drôle parce que c'est les mêmes qui défendaient Twitter à l'époque quand ils ont banni Donald Trump en disant c'est une plateforme privée, si vous n'êtes pas content, allez donc faire votre plateforme. C'est ce qu'a fait Elon Musk, il a acheté la plateforme, mais là, soudainement, c'est comme la pandémie dans le fond. Là. Quand ça ne fait plus ton affaire et le narratif ne fit plus, ben là, tu essaies de le twister à ton avantage encore une fois. Fait que là, ils sont tous en mode, écoute, il y en a, là, c'est assez drôle. Là. Il y avait le 100 maths P.A. Normandin qui disait qu'il n'avait jamais vu autant de climat, d'harcèlement sur Twitter, que là, il pensait quitter la plateforme. Mais on s'en contre-crisse si tu t'en vas de la plateforme. Mais pourquoi ces gens-là sont... Mais premièrement, c'est qui ces gens-là? Et pourquoi on devrait accorder une quelconque importance sur le fait que vous allez rester là, il y a deux types d'individus. Il y a à Hollywood, je vois des producteurs de séries puis des acteurs. Puis au Québec, c'est juste des journalistes. Leblanc du, je sais pas trop quoi, du Globe and Mail. Là, Normandin, tu en as un autre aussi, Pratt, je pense que celui, c'est soit la presse. Il y en a un du Journal de Montréal. L'Agacé est embarqué. C'est juste des journalistes. Mais sais-tu quoi? Sacré votre camp, on va avoir la paix. Comprends-tu ce qui les fait chier là-dedans? C'est que là, Musk a laissé peut-être sous-entendre que le blue checkmark, le crochet bleu, allait devenir un certain privilège que peut-être que tu vas devoir payer pour maintenir ton abonnement en tant que personne vérifiée. Honnêtement, moi, je pense que ça serait une bonne affaire parce que tu en bénéficies quand même de ce saut d'approbation-là de la plateforme qui te reconnaît comme étant une personnalité publique. Fait que si tu es prêt, tu sais, ces gens-là qui ont cueilli des centaines, des dizaines, voire des centaines de milliers de followers, qui, je te rappelle, la plupart du temps, c'était parce qu'au début, il y avait un following pratiquement automatique quand tu joignais la plateforme en français ou, par exemple, au Québec, il te suggérait un paquet d'insignifiants là, que tu devais suivre là, un peu par défaut. Donc, il y a peut-être 50, 60, 80% de ces followers-là qui proviennent de l'époque où ils étaient recommandés automatiquement par la plateforme. Donc, pour eux, c'est un privilège. Là, ils veulent conserver ce privilège-là. Et surtout aussi, je te dirais, l'ambiance de censure et d'exclusion des discours dissidents par rapport justement là, à la gauche moralisatrice qui est en train de disparaître. Ça les fait capoter. Parce que ce pas des gens qui sont capables de débattre. Ce pas des gens qui sont capables de défendre leurs idées. C'est des gens qui profitent du système ambiant pour les défendre avec la coercition et la censure. Ah, puis s'il y en a un qui peut payer. Au début, on entendait 20$ par mois. Là. J'ai compris que Elon Musk dit à comment s'appelle le gars des films d'horreur? Là? Stephen King. Stephen King qui vaut 500 millions, qui pleure. Oh, ben là, si je dois payer mon affaire. Ben là, l'autre, il a répondu, mais tu veux payer combien? Parce qu'il dit là, il dit les revenus, on ne peut pas juste s'accoter sur les publicitaires. Il faut trouver des sources de revenus hautes pour que Twitter reste en vie. Puis il dit 8$, es-tu correct avec ça? Parce que c'est 8$. C'est 8$ par mois. Là. Mais ça, en même temps, l'aspect aussi, c'est que tu confirmes. Il y a comme tout un principe où il y a beaucoup le problème des faux comptes. Moi, le problème des comptes anonymes, ça ne me dérange pas parce que je pense que c'est important que des gens puissent demeurer anonymes, même si ça fait ou ça ne fait pas notre affaire. Le problème, c'est quand ces gens-là font de la diffamation. Ça, c'est une autre histoire, puis tu sais exactement de qui je parle. Oui. Mais il y a quand même, je pense, sur Internet, le principe d'anonymité, je pense, doit demeurer. La publicité sur Twitter, moi, j'ai toujours pensé que c'était pas une plateforme qui était vraiment idéale pour ça, contrairement, mettons, à Google, YouTube, etc. Je pense qu'il y a un autre moyen de le monétiser. Elon Musk semble être là-dessus. Puis là, je regardais qui allait le joindre là, dans le comité pas dire de relance, mais de dynamisation de cette plateforme-là. Il y a des gens là, très intelligents.
Jason Calacanis, donc une couple de monde là, assez bien en vue, disons, des venture capitalists à Silicon Valley qui savent comment faire fonctionner une plateforme. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va tourner. D'ailleurs, j'ai fait appel de ma sentence de suspension et le processus a changé. Là. J'ai compris que ça a changé, puis ils veulent confirmer les adresses email. Donc, il y a un processus qui est en train de se faire pour probablement nettoyer les bots et les faux comptes et de ramener là, la libre expression sur cette plateforme-là, parce que c'est ça qui a fait la magie de Twitter. C'est l'idée qu'un nobody pouvait répondre à une vedette, cette vedette-là répondre à la personne, et etc., etc. Là. Donc, si tu fais des espèces de... c'est ça aussi mon problème avec les plateformes comme Parler, etc. Il ne faut pas que ça devienne des chambres d'écho d'une certaine idéologie en particulier. Fait que c'est ça la magie, je pense, de Twitter. C'était le fait que tout le monde était mêlé. Puis ça avait été fucké. Rappelle-toi qu'il avait commencé à masquer des réponses par rapport à des gens que tu follow ou pas. Puis c'est la même chose sur Facebook en passant. L'histoire des commentaires, là... Most Relevant, New West, là, tu ne vois pas toujours tous les commentaires, même de tes amis. Des fois, il faut que tu mettes... Il y a comme toujours un travail pour afficher le contenu. Alors qu'avant, rappelle-toi, au début de ces médias sociaux-là, tu avais le fil Aziz, le fil passait devant toi en ordre chronologique et that's it, il n'y avait pas de réorganisation là, de l'information que tu voyais. Non, il n'y avait pas d'algorithme qui gérait tous tes sujets que tu aimais ou ce que tu avais liké. Mais là, c'est rendu capoté parce que un qui s'est fait mettre dehors dans la gang de cette semaine qui jasait en sortie du bureau vendredi, il dit « Moi, j'étais un engineer, qui est un ingénieur qui s'occupait de coder ou de surveiller des bots qui surveillaient les deniers climatiques. » Je veux dire, non, c'est complètement débile. Dans le fond, c'est littéralement un contrôle du discours. Là. Il faut que... Je pense qu'initialement, Twitter, il avait dit, quand ça avait été lancé, on va s'en tenir aux lois existantes, c'est-à-dire, il y en a des lois là, contre la diffamation et l'appel à la violence. Là. Le hate speech, là, c'est un terme qui est quand même galvaudé, mais il y a des lois existantes. Si tu fais l'appel à la violence ou tu menaces des gens, tu peux être poursuivi, là, que ce soit sur Internet, les cours, par la poste ou avec un porte-voix. Là. Et là, les cours sont ouvertes maintenant parce qu'il y en a qui voyaient cette liberté. Moi, je suis comme toi. Si quelqu'un ne veut pas dévoiler son identité parce que, entre autres, il est dans une province ou dans un État où tout le monde a peur de la cancellation, c'est-à-dire que ton employeur peut te mettre dehors, il peut y arriver des conséquences juste que tu ris de Patrick Lagacé. Je comprends très bien que les gens, de temps en temps, veulent s'appeler, je ne sais pas moi, tondeuse, QC, quelque chose. Ça, je peux comprendre ça. Sauf qu'il y a vraiment des haters, il y a vraiment des gens de haine. Puis ça, quand eux autres passent la journée à essayer de démolir du monde, démolir des business, etc., puis à essayer d'exploiter le côté qui sont anonymes, au moins qu'on sache que les lois nous permettent d'avoir, finalement, si on fouille, demander à Twitter ou à Facebook, puis demander aux providers l'identité de IP de ces gens-là. Donc, je pense que ça peut calmer ça. Les gens vont rester à l'intérieur ils vont rester critiques, ils vont faire leurs affaires, mais ils vont se rappeler que il y a des règles au niveau des poursuites aux civils, justement au niveau de la diffamation, des attaques personnelles, ces genres de patentes-là. Là, jusqu'à dernièrement, on n'avait pas de possibilité d'avoir le IP ou encore. Mais là, ça vient de changer. Les juges sont en train de régler ça. Donc, les sortons poubelles de ce monde, ça risque d'être peut-être la fin de la récréation pour ces gens-là. Là. C'est ça qui est peut-être une bonne nouvelle. Oui, exact. Puis écoute, il y a une dynamique qui s'installe. Je pense que c'est un vent de fraîcheur dans une époque là, assez lugubre, il faut le dire. Là. Il y a beaucoup de gens qui perdent d'espoir au sens large, mais je pense que ça, c'est un événement, je pense, qui peut redonner confiance dans... Tu sais, moi, j'ai grandi avec l'Internet. Là. Ma personnalité en général, ma culture générale, je veux dire, moi, je suis une personnalité qui a été façonné autour de l'Internet avec les bons et les mauvais côtés dans un certain sens, mais on est un peu, je te dirais, nostalgique d'une époque où c'était peut-être plus simple, mais je pense qu'on a perdu cette magie-là avec l'Internet parce que maintenant, toute la politique s'est incrustée, puis c'est tellement évident avec, par exemple, la loi C11, tu sais, C10 avait été abandonné. C11, là, ça devrait être un lever de bouclier par tous les gens de création, là, c'est-à-dire que ce soit toi ou un autre podcast gauchiste, je m'en sac, vous devriez faire front commun pour s'opposer à C11 parce que c'est une attaque sur les créateurs, c'est une attaque sur la liberté d'expression, c'est un takeover de l'Internet par le Léviathan de l'État. Donc ça, c'est extrêmement... je pense qu'on va perdre une certaine magie
qui a créé quand même, qui a fait plus de bien que de mal. Oui, Faut exact. le dire, là. C'est Malgré ça. les mauvais côtés d'Internet, Ah, là, non. le bénéfice est largement... Retournons en arrière. Essayons de vivre avec rien de ce qu'on a. Puis il y en a beaucoup, même ceux qui essaient de jouer au genre de shérif puis dire que c'est un dépotoir à ciel ouvert, etc. C'est les premiers à se pendre. Ils s'ennuieraient comme ça se peut pas. Ils sont complètement addicts. Là. La gang de fonctionnaires en pyjama qui sont en télétravail, là, ben, les technologies que vous utilisez sont dues à une couple de radicales en short qui développent des technologies open source. Là. Fait que si vous voulez vous attaquer au monde libre de l'Internet et des technologies ouvertes, regardez qu'est-ce qui vous permet d'avoir le niveau de vie que vous avez présentement. Là. C'est beaucoup ça. C'est ça. Là. C'est ce monde-là un peu sombre que vous craignez. Là. C'est ça qui a créé l'Internet que vous utilisez maintenant pour lire Patrick Lagacé au chalet en pantoufles. Exact. Thank you, Joe. On s'en reparle mardi. Super capoté, super le fun. On a fait le tour de plein de sujets. Mon nom est Jeff Fillion avec Jerry. On mange un burger après. Oui. On parle de tout ça avec Jack du Cosmos. Radio Pirate. Jeff Fillion. On vient d'avoir deux bons segments écœurants avec Reg et Joe. Mais là, c'est le temps. Et je vous dirais que pendant la pause, j'ai probablement mangé le burger à Jeff le plus vite. J'en ai mangé des burgers. Ma blonde est là, pas assez que je suis capable de manger vite. Là, mais là, on a mangé extrêmement rapidement. Donc, on avait... Je t'ai suivi, moi. Ça, je sais que t'es capable. Je sais que t'es capable. T'es pas surpris. Moi, t'es pas surpris. Il n'a pas suivi par tout. C'est le premier qui est plongé dedans. Attends un peu, là. On a mangé... On a fait de quoi, là? En plus de manger le burger à Jeff, Jack du Cosmos avec nous autres. Jack, t'es salué. Jack nous a la chaise vient de jouer un tour. Elle fait ça de temps en temps, celle-là. Donc, on devrait peut-être la switcher avec l'autre. C'est que Jack nous avait amené, en plus du burger à Jeff, c'est notre 4e année, Jack, avec le burger américain? Oui. Yes. Donc, on a eu une petite poutine avec poulet frit dedans. Poulet frit maison. Poulet frit maison. Sauce barbecue grand-mère. Donc, ça, c'est toi qui l'as fait, le poulet, là? Ben, c'est l'équipe. C'est l'équipe, exact. La conception de l'équipe. La conception, regarde, ça, c'est un bon chef. Regarde. Il implique tout le monde. Ça, c'est bon. Puis, je l'avais vu quand on était déjeuner en fin de semaine. Il était dans la cassolette. Oui. Donc, là aussi, tu l'as dans la poutine. La poutine, puis on a un poulet frit aussi. Un poulet frit aussi. Est-ce que c'est un genre de poulet frit tout ensemble ou il est en lanière? C'est en lanière avec des frites, salade de choux. OK. Wow. Burger à Jeff. 4e année qu'on le fait. La première fois qu'on en a parlé, tu me dis, Jeff, qu'est-ce que tu penses? Puis dans ce temps-là, tu étais déjà aux États avec ta blonde parce que tu voyages pas mal, ta femme est là-bas. Puis quand tu es au Connecticut, tu arrêtes de manger dans les restaurants pour voir un peu ce qui se passe. Mais de temps en temps, même un chef a besoin d'une rage de burger. Tu es arrêté chez Five Guys, te dit, on va se faire un burger américain traditionnel. Puis veut pas, sérieux, c'est un hit, là. Ben oui, c'est le meilleur. Je pense que tu as résumé tantôt c'est le meilleur qu'on a fait ensemble qui reproduit qu'est-ce que les Québécois aiment. Oui, c'est ça. Puis en plus, il est différent complètement de la gamme de burgers que tu as sur le menu régulier. Donc, il détonne. Il est là pendant un mois. Sérieusement, moi, je le regarde aller, ce burger-là. Il est tellement bon que si demain matin, tu disais, le burger à Jeff, il est là tout le temps à l'année au Cosmos, me dire, je pense que les clients seraient contents parce qu'il est écœurant. Oui, mais j'aurais jamais cru, j'aurais jamais mis de l'iceberg dans un burger. Puis quand pourquoi, hein? Je sais pas, c'est contre mes principes. Ma mère, elle faisait ça, puis je trouvais que... Tu avais l'impression que c'était quasiment une salade, une laitue cheap. Exactement. Ouais. Mais là, alors que la laitue, cette laitue-là est revenue à mode. Oui, mais ça fait le croustillant dedans avec le bacon. C'est un mélange qui est super... Puis même le cheddar, il y a des cheddars cheap, mais ça, ce cheddar-là, tantôt, là, je ne sais pas si tu as remarqué, Jerry était fondu, il goûtait, il y avait le petit cornichon à travers, il y avait le pain qui faisait la job. Ben, c'est un cheddar vieilli 2 ans, ça. Là. C'est ça. Donc, il y a du goût un peu, là. Puis des champignons. Les champignons. Les champignons dans un burger, c'est vraiment bon. Là. Oui. On y pense pas des fois. J'ai toujours de la peine. On y pense pas. Les champignons, c'est bon. Des fois, je vais manger le burger à Jeff, puis il y en a qui n'aiment pas les champignons. C'est psychologique souvent. Là. C'est une question de. Je sais pas pourquoi ils n'aiment pas les champignons. Là, ils disent, ouais, je vais prendre le burger à Jeff, mais pas de champignons. Ça, là. Ça enlève le twist. Ça enlève la petite affaire.
Comment ça se passe à part ça au Cosmos? Puis le traiteur, toute la business, c'est bonne? Tout va bien. Le resto va super bien. On rouvre 7 jours. On est chanceux. On touche du bois parce qu'il y en a qui sont ouverts juste 5 jours. Oui. Le traiteur est en effervescence. OK. L'enfer. J'ai jamais Est-ce vu que ça. c'est lié aux nouvelles manières de tout ce qui est arrivé avec la COVID, l'après-COVID? Là, je sais qu'il y a du télétravail, mais les gens, mettons les bureaux, ils ont moins tendance à faire des parties dans une salle, mais ils vont faire venir de la bouffe dans un dîner pour tout le monde. Des affaires. Est-ce qu'il y a Ils ont compris peut-être que sortir, aller au resto, c'est plus vite faire venir le resto chez vous. Oui, pour c'est ça. Les meetings pis tout. Là. J'en ai plein qui ont une demi-heure pour manger, fait qu'on va livrer les boîtes à lunch ou des repas chauds, parce qu'on fait des boîtes à lunch chaudes aussi. Soupe, boîte à lunch chaude et dessert. Il y en a plein qui commandent ça puis disent on a une demi-heure pour manger. Ça arrive, c'est chaud. Il faut que ça arrive. Après ça, on tourne travailler. Sinon, ils vont au resto, ça prend 1h30, 2 heures, ils perdent. Quand les gens là, ils s'en vont sur le site, puis c'est pas sur celui du Cosmos, il y a vraiment donc le traiteur. C'est cosmostraiteur.com. Exact. Il y a vraiment le propre site pour le Cosmos Traiteur. Donc les gens, ils ne peuvent pas commander le matin à 9h. Là. Il faut qu'ils commandent au moins 24 heures d'avance. Oui, c'est préférable. OK. Donc, ça dépend des fois, on fait des exceptions, mais en général, c'est jusqu'à midi pour le lendemain. Est-ce que tu... Toi, vous êtes habitué de vous adapter aux changements d'habitude du monde, mais est-ce que tu avais déjà vu depuis le Cosmos, depuis que tu es dans la restauration même, est-ce que tu as vu un changement aussi drastique dans les habitudes des gens depuis 3-4 ans? On sait pourquoi ça a été provoqué, il y a bien des habitudes qui ont été changées. Mais t'avais-tu déjà vu des changements de même? Parce que ça a toujours été en mouvance, la restauration, c'est toujours en train de bouger. Mais le paquet de changements qui est arrivé en même temps, les heures que le monde mange, le fait qu'il y a des restaurants fermés lundi, mardi, etc. C'est incroyable, là. Non, j'ai jamais vécu ça. Puis le Cosmos, ça a fait 28 ans au mois de septembre. Puis on a toujours ouvert, on n'a jamais fermé dans la journée. Là. On ouvrait à 7 h du matin, puis on fermait à cette heure, on ferme l'après-midi, on rouvre 1 heure plus tard. On fait ça pour le staff? Pour le staff. Reposer le staff? Parce que ça en prend plus t'es d'heures ouvertes, plus ça te prend du monde, plus tu es obligé de démotiver, etc. Donc ça, c'est un défi que ça finira pas jamais, là. Ben, on m'a dit que dans une couple d'années, ça va aller mieux. Ah oui? Il y a du monde qui t'ont dit ça? Oui. OK. OK, oui. T'as l'air à y croire. L'immigration. Oui, ben là... oui. Mais ça, vous t'en avais depuis 3-4 Français, mais là, j'ai trouvé une niche colombienne parce que j'ai eu des contacts. Ouais. Puis là, ça a l'air que... Ça, cette niche-là, tu l'avais, mais ça, je t'allais visiter. Pas les Colombiens, c'était des Brésiliens. C'était des Brésiliens? Mais là, j'ai trouvé des Colombiens. En plus? Mais ça prend 1 an, c'est plus long, là, mais après... Quand tu fais finir le premier, après ça, la famille vient, ici, là, ça. Wow. Ouais, ça aide. Donc là, on va manger au Cosmos. On va commander. On a parlé amplement en ouverture. On va le faire à tous les jours. On va envoyer ça sur les médias sociaux parce que les gens qui vont aller manger leur burger, vous nous envoyez ça à burger@radiopirate.com. Vous envoyez vos photos. Puis je vous le dis, là, si vous êtes 4 qui prenez 4 burgers, on va vous compter. On va dire, OK, eux autres, ils ont pris 4 burgers. Ben, c'est 4 petits papiers dans la boîte. C'est 4 coupons. Pour venir manger avec nous autres le 23 novembre. Donc, on le sait qu'on est moins nombreux qu'à Radio X, mais la gang de pirates, c'est des crinqués. Donc, on va essayer. J'aimerais ça battre un bon chiffre, le fun. Tu sais, avoir un bon chiffre. Je sais pas, actuellement, on en vend quoi? 3 000, 2 000, 3 000? De 2005 la dernière fois. 2005 la dernière fois. Donc, on va essayer de se rendre à 2005 pour puis motiver puis crinquer tout le monde. On va aller en manger souvent. Jeudi, on en remange. Jeudi, c'est notre journée. Jeudi, c'est notre journée où on a le droit de manger comme des cochons. Puis jeudi, on en remange, donc on va aller rechercher. Mais pourtant, on est mardi. Là. Oui, je sais. Mais ça, c'est exceptionnel parce que tu es venu. OK. Habituellement, on mange j'avais une soupe dans le frigidaire. Mais moi, là, je sais pas, on pourrait peut-être en manger demain aussi. C'est quoi l'histoire de journée? Je comprends pas, moi. L'histoire de journée, mardi, jeudi. Moi, c'est toujours, moi. Dans le frigidaire, tes chips, étais-tu caché aux côtés? Non. Ça, c'est ma fille qui a dit à Jack que j'achète des chips cheap. Je veux juste dire une affaire, Jack, faut que tu le saches. Je n'achète aucun chip. Est-ce que madame peut confirmer que j'ai pas acheté de chips depuis des années et des années? C'est madame qui achète des chips. Et là, ben, elle dit que les Lays, de temps en temps, sont trop chers. Donc, elle arrive avec des marques bâtards. Mais moi, je suis prêt. C'est pas ça que j'ai dit ce matin. Ah ben oui, mais c'est sûr. C'est Jus qui s'occupe de bitcher son père. C'est clair. Okay. Parce qu'on se ressemble un peu, on se bitch mutuellement. Donc, ça fait un job. Est-ce que ma fille fait une bonne job au Cosmos? Merveilleuse. Es-tu bien... Incroyable. Elle est incroyable? Es-tu incroyable, hein, chérie? J'ai même demandé... Tout le monde nous le dit. J'ai même demandé de venir travailler au traiteur pour moi. Elle va-tu le faire? Elle m'a dit oui un matin. Oui, parfait. Ah non, regarde, fais-la travailler. Sais-tu quoi?
elle aime le cash. Puis, comme son père. C'est pas pour dépenser. Elle le met dans son compte, elle le regarde. Donc, ça, c'est... Non, mais c'est quand même pas mauvais comme... tu sais, pour les jeunes de son âge, elle se gâte un peu de Lululemon, des patentes de même, là, mais... faut dire aussi qu'on les gâte un peu, à pas sortir ben d'argent souvent. Là. Ça, c'est... Elle a des bons parents. Je leur dis souvent, moi, c'est tellement chanceuse de nous avoir, c'est incroyable. Mais regarde, on est allé encore dimanche, ça roulait. Des fois, il y a des places où on voit, où on sent la désorganisation parce que c'est tough pour la main-d'œuvre. Puis moi, un McDo, je veux dire, McDo, tu vas chercher un café, on sait que ça peut prendre dans le fil, ça peut prendre 20 minutes parce que il y a des enfants de 14 ans qui travaillent, puis il manque de... Les gens, des fois, sont impatients, puis ils donnent de la marde aux jeunes qui est à la fenêtre, alors que lui, il est là, puis il travaille. C'est pas lui le problème, c'est lui qui travaille pas le problème. Ben oui. Donc, tu n'es pas en train de donner de la marde à la à la bonne personne, tu le donnes à la mauvaise. Puis la mauvaise, tu peux pas avoir parce que tu la vois pas. Donc, des fois, c'est un peu chaotique dans certains endroits, mais on est allé manger encore fin de semaine, c'est One. On est chez nous au Cosmos. Ben oui. Les nouvelles tendances, là, les gens mangent plus tôt. Avant ça, moi, j'étais un enfant de la restauration. 5 heures du soir, c'était pas la journée n'était pas commencée. Là. Le monde rentrait vers 7 heures, 8 heures, puis ça finissait plus. Aujourd'hui, le monde mange plus tôt. Donc, quand les réservations, le monde réserve, c'est-tu vers 5 heures, 6 heures? Oui. Puis il y a plus de loose en soirée. C'est 1 heure de moins qu'avant. 1 heure de moins qu'avant, OK. Ouais. Quand même, ça paraît, là. Ça paraît. Ça paraît. Mais je me rappelle quand on ouvrait le Cosmos, là, il y avait les centres d'achat qui ouvraient jeudi, vendredi jusqu'à 9h. Oui. À 9h, il y avait un rush. 9h30, là. À sortir des centres d'achat. Oui, tout a changé depuis ce temps-là. Là, c'est encore pire avec la pandémie. Là. Ouais, donc, pour réserver, mettons, un samedi, un vendredi, on réserve. Faut se prendre peut-être un peu d'avance pour réserver, mettons, comme à 6 heures ou 5-6 heures. Oui, 6 heures. Ça. Mais la fin de semaine, c'est pas vrai. Genre, la semaine, c'est plus de bonheur toutes les soirs. Plus de bonheur, OK. La fin de semaine, c'est une autre affaire. Une autre affaire. Parfait. Oui, c'est comme la boîte. Mais écoute, Jerry, rappelle-toi, on sortait des bars, nous autres, des années 80, puis on sortait à minuit le soir. Ils sont arrivés à 11h moins quart, il n'y a pas un chat dans le bar. Une demi-heure après, le bar est bien plein. Il y a des habitudes de même qui changent overnight. C'est complètement capoté. Il n'y a plus de bar. En plus, il n'y en a plus. Il n'y en a plus 0. Jack, thank you, man. Hey, j'ai eu ma première photo du Cosmos. C'est déjà fait? Ah ouais? Good. Donc, on a déjà... on vient d'en parler une première fois tantôt. Ah! C'est qui? OK, ben regarde, il est salué. On a déjà notre première photo du burger à Jeff. Thank you, Jack. Merci beaucoup. Je sais que tu es occupé, puis je sais que tu es dans le jus, donc merci de nous avoir gâtés avec les burgers et la poutine, puis le petit Pepsi Diet, c'est très apprécié. Tout le monde, on s'en va au Cosmos, on va manger le burger à Jeff. Puis si vous êtes à l'extérieur, parce que beaucoup de monde nous écoute un peu partout au Québec, si vous passez par Québec, facile à trouver quand vous sortez des ponts sur Laurier, le premier est là. L'autre est un peu plus loin sur le Bourgneuf si vous êtes dans ce coin-là. Donc, vous tapez le burger, vous l'amenez avec vous autres, ou encore vous le mangez sur place. 18$ pour un burger écœurant. Donc, ça se passe dans les deux Cosmos. Et on envoie les photos, comme celui qui vient de le faire, à burger@radiopirate.com. Il s'est pris une poutine en plus. Ah, poutine burger, faut-tu être cochon? Hein? Jacques du Cosmos, thank you, my friend. Merci, MC. Hey, t'étais spectatrice. Hey, Jerry, thank you, man. Extraordinaire burger. Mr. White, vraiment. Thank you. Finis ta... Continuons! The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate.